Madame, Monsieur, bonjour à tous, bonjour à vous, merci de nous retrouver. Nous sommes sur 10-12 le Zénith, votre talk show qui est diffusé de lundi au vendredi entre 10h et 12h sur les antennes Equinox Télévision. Merci infiniment de nous retrouver une fois de plus pour une nouvelle rencontre en ce jour. Et nous allons déjà vous rappeler qu'en ce qui concerne l'actualité qui gravite autour du Cameroun, un sujet et pas de moindre fait bouger la République. C'est l'eau qui a longuement coulé pendant les examens du baccalauréat, de l'enseignement général, et ce matin la ministre elle-même de l'enseignement secondaire donne un point de presse à l'occasion pour justifier exactement ce qui s'est passé autour de cette gestion de l'eau du baccalauréat, dont on nous fait savoir aujourd'hui que des proviseurs seraient impliqués et même des personnes bien tapies dans l'ombre au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, effectivement, connaîtraient la réalité autour de cette question de l'eau qui a coulé. Alors, est-ce que la ministre Nalova Yonga du MINESEC nous dira la vérité? Si oui, est-ce qu'elle nous donnera les noms des personnes qui sont impliquées dans cette gabégie? Est-ce qu'elle pourra également donner la lassitude, une fois de plus, à la justice de sévir de la manière la plus dure qu'elle soit, afin de revenir à l'orthodoxie d'une attitude sociologique exemplaire? Merci à vous de nous retrouver, madame, monsieur. Mais justement, vous rappelez que à l'étranger ce matin, il y a, en ce qui concerne la réalité autour du Mali, l'ONU appelle les Maliens, y compris les belligérants, si vous voulez, ceux qui demandent absolument le départ du président Ibeka, de revenir aux réalités, mais surtout aux conclusions qui ont été retenues par la CEDEAO. Comment comprendre qu'aujourd'hui, l'imam Diko reste dans ses bottes, ne dit presque rien et rappelle que la réalité au Mali, c'est la vie des Maliens qui compte, et on le sait en même temps, les opposants demandent absolument à ce que le président Ibeka démissionne. La CEDEAO aujourd'hui menace même les opposants et tente aujourd'hui à travers la voix de Mamadou Issoufou de rappeler à ses opposants que des sanctions risquent effectivement de leur être infligées. La CEDEAO est-elle crédible ou pas? L'ONU est-elle crédible ou pas? Est-ce que c'est pas la voix des Maliens qui compte? Les Maliens n'ont-ils pas, en tant que peuple, le droit de décider de leur avenir? Merci à vous, madame, monsieur. Le Cameroun bouge, l'Afrique également. Bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. La grande famille est au complet. Charles Amel Bachoum, Bonbon Bengan, Karine Sonte, Dominique, Audrey, Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir. Bienvenue à vous. Charles Amel Bachoum, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes très fâché ce matin, il me semble. En tout cas, on en saura un peu plus tout à l'heure avec la chronique que Charles Amel va signer avec la colère au cœur de votre programme. Bon, Bengan Kandje, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Qu'est-ce que le Cameroun va faire? Alors, comment le Cameroun va-t-il procéder pour qu'il n'y ait pas une guerre de foncier dans notre pays? Chaque fois des problèmes de titres fonciers, chaque fois des cassures, chaque fois. Qu'est-ce qui fait problème dans l'occupation du sol? Surtout ici à Douala, une dame a acquis une parcelle de terrain au lieu dit Bonapriso, je pense la nouvelle expression, on en avait parlé hier, pour un bail amphithéotique. Après avoir obtenu tous les papiers, toutes les signatures, elle commence l'exploitation de ce papier pour en jouir. Voilà que la justice s'en mêle. Et la justice s'en mêle comment? Par un cabinet Achou. Ce cabinet qui refuse de recevoir des journalistes pour en savoir un peu plus sur la liquidation de multiples entreprises d'État et para-étatiques. Ce cabinet, qui est vraiment derrière le cabinet Achou, qui amène à prendre les décisions de justice en une semaine. Vous savez, généralement les litiges fonciers font des années. Mais pour ce cas de Bonapriso, ça n'a pas mis long. Une semaine, le tribunal a tranché. C'est quand même curieux. Et ce cabinet Achou, il faut bien préciser les noms. Qui est derrière? Qui appuie vraiment ce cabinet? Qu'est-ce qui donne la puissance de ce cabinet? Il faudrait qu'on en sache un peu plus. Merci. Merci, mon Benga, mais surtout on se demandera qui tire les ficelles autour de ce cabinet. Tout à fait, parce que ce cabinet, je veux le dire, beaucoup, nous avons des milliers et des milliers
des déflatés, des sociétés publiques et parapubliques. Et ce cabinet est dans beaucoup de manœuvres avec les multiples ministères des Finances. On peut citer les cas. Aujourd'hui, on parlait de l'ONCPBC, je pense, hier même, ce cabinet impliqué. Régie Faircam, le cabinet impliqué. Qu'est-ce qui se passe avec les liquidations? Et chaque fois, il intervient, même dans un tout privé de l'État. Vraiment. Vous parlez bien du cabinet Atou. Atou. Cabinet Atou. Merci. Cabinet Atou. En tout cas, on entendra parler, mais on espère cette fois-ci que le cabinet Atou pourra, comme vous l'avez très bien dit, Bengan, ouvrir les portes à la presse pour s'expliquer également sur les nombreuses actions dans lesquelles elle était impliquée, pour mieux les comprendre, et mieux comprendre même celles qu'elle vient justement de rendre, dans laquelle elle était impliquée au niveau de Bonapriso, pour parler justement de ce problème du foncier. Ce n'est pas seulement Bonapriso, parce que même à Banganté, il y a de gros problèmes à Banganté également. À Bafoussam, c'est très grave. Non, à Banganté précisément, quand je parle de Banganté, on comprend très bien. À Banganté, parce qu'on va... Il faut bien prononcer. Ah non, moi en tant qu'autorité traditionnelle, je vous dirais que la deuxième personnalité de l'État y est même allée au point où elle a dû ridiculiser les chefs traditionnels, ce que j'ai condamné dans le terme truc, mais c'est ça le problème du foncier dans ce pays. En tout cas, on reste vigilant, madame, messieurs. Le Cameroun, on l'a très bien dit, malgré toutes les velléités qu'on peut bien connaître et surtout les armes que certains tiennent, nous sommes conscients qu'ensemble nous allons le construire. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Le président régional du CNJC Région du Sud est accusé par les communaux d'avoir distrait les fonds alloués par le ministre Mounouna Futso pour les activités de cet organisme-là. On va en parler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin. Merci Karine Sontia, on en reparlera, mais surtout avec Dominique Audrey Oyengalek ce matin. Nous prenons du plaisir à vous dire bonjour, bienvenue Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je ne sais pas si on devra appeler ça une interpellation ou bien une question à l'endroit de vous autres. Y avait-il pas un projet qui devait assainir et dépolluer et aménager le lac municipal de Yaoundé? Oui. Il y a eu 1000 projets. Le lac Ossa, le lac Ewam, on peut vous en citer. Les lacs jumeaux de Konsamba, à la frontière entre le sud-ouest et le Mongo, au niveau de Ninon. On sait que le Cameroun a eu a signé des prêts à hauteur de d'énormes sommes pour pouvoir aménager, avec notamment la construction d'un hôtel 5 étoiles, le deuxième du Cameroun, avec des restaurants à hauteur internationale, des boutiques et autres. Où sont passés les fonds s'ils ont déjà été débloqués, et pourquoi depuis 2016 le projet n'a pas été mis sur pied? On n'en parle pas, aucune communication autour. Aucune. Et là, nous sommes bien sûr à Yaoundé, on va peut-être penser... Pourtant, Georges Kyriakides, à son époque, avait pensé qu'on aurait pu faire des sports nautiques à cet endroit-là. C'est un site touristique qui aurait pu glaner des fonds. Vous avez déjà fait les rituels pour apaiser les morts, parce qu'on est à plus de 700 corps retirés dans ce lac depuis la mise en service. Il faut d'abord faire des rituels. C'est le premier point. Et le point, rappeler tous ceux qui ont travaillé sur le dossier en tant que Premier ministre. Très bien, merci beaucoup. Et Charles Lamel évoque là, madame, monsieur, un sujet assez sensible, le rituel autour du lac municipal. Nous sommes à Yaoundé. Je rappelle quand même qu'il y a 2 ans encore, on en parlait, avec la présence de l'ancien délégué à la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timiévouna. Ce projet était bien sur les tables, on en parlait. Est-ce que l'actuel super maire de la ville va s'en charger, prendra à nouveau ce dossier en main? On va mieux comprendre. Et Charles Lamel, vous parlez justement de ces décès ou de ces personnes, 700 personnes décédées environ dans le lac municipal. Et n'oubliez pas, madame, monsieur, pour ceux qui ont connu la célèbre histoire de monsieur Dikoum, en tout cas, monsieur et madame Dikoum en même temps. Tout s'était bien sûr passé au niveau du lac municipal à Yaoundé. Installez-vous confortablement. Vous avez les plateformes 10-12 le Zénith sur Facebook ou encore en direct sur Equinox TV. Merci à vous de nous rester fidèles. Dominique Audrey, ce matin, l'histoire du jour nous interpelle. L'histoire du jour est adressée à Père Mbombok et à Charles Armel. Ce matin, du moins à vous les hommes aujourd'hui, ce matin, c'est une jeune femme âgée sensiblement de 25 ans qui nous demande comment, avec son père, elle pourrait convaincre sa mère d'accepter son mariage.
En réalité, l'histoire commence en 2017 alors que la jeune fille est en Master 2. Elle précise qu'elle est pucelle et qu'à cette époque-là, lorsque le monsieur l'a abordée, elle lui a posé la condition de ne le faire de franchir le cap que dans le mariage. Et de fil en aiguille, une relation profonde est née entre les deux, ce qui fait qu'en 2018, un an après le début de la relation, le monsieur est venu procéder à la dot. Après la dot, on a affecté le monsieur dans une autre ville, disons qu'ils se sont rencontrés à Douala et qu'on a affecté le monsieur à Bertois là-bas. Donc, elle faisait des navettes, elle allait à Bertois, il venait à Douala et de fil en aiguille, la relation s'est approfondie également entre le monsieur et le papa de la jeune fille. Nous sommes quasiment à quelques semaines du mariage déjà. Et le monsieur lui fait savoir que le mariage va se faire sous le régime polygamique. Il le justifie par le fait que durant son affectation dans la ville de Bertois, il a rencontré une autre jeune femme qui a su prendre soin de lui et qu'il éprouve une certaine affection pour cette dernière. Et il voudrait que sa femme, désormais, du moins sur le plan coutumier, soit celle qui procédera à la dot de la deuxième épouse. Et il lui a aussi demandé qu'après la célébration nuptiale, je veux dire la signature de l'état civil du mariage, il voudrait qu'il passe 3 mois sous le même toit et qu'après les 3 mois, que la jeune fille aille avec sa belle-maman, dont la maman de l'homme, passer 6 mois. Sauf que la mère de la jeune femme est contre cette situation. Elle a dit à son mari, à sa fille, à son beau-fils et à toutes les personnes qui ont essayé de la convaincre qu'elle est contre le mariage polygamique, en étant une fervente chrétienne qui suit les préceptes bibliques, qui suit les préceptes de l'Église également. Il n'est pas question que sa fille se marie sous un régime polygamique et encore moins qu'elle aille passer 6 mois chez sa belle-mère. Donc aujourd'hui, cette jeune femme qui dit qu'elle aimerait se marier, elle aimerait être sexuellement active aujourd'hui, aimerait qu'on l'aide à trouver des mots justes pour pouvoir convaincre sa mère d'accepter. Parce que celle-ci lui a dit, si vous n'acceptez pas mes conditions, il n'y aura pas de mariage. Donc sa mère est prête à tout foutre en l'air et elle lui a dit, tu n'auras pas mes bénédictions si le mariage se fait sous le régime polygamique. Tu vas te marier à l'église. Ben, il faut quand même rassurer que le mec, il est très fort quand même, hein, parce que lui, il vient dire au beau-père qu'il a rencontré notre fille quand même, mais il veut sa fille. Et prépare justement la famille à accepter justement la proposition d'un mariage polygamique. Oui, le monsieur a 35 ans et la jeune fille aujourd'hui a 25 ans. Ben, écoutez, de toutes les façons, on donnera la parole à Mbon Bengan qui va nous donner également son point de vue sur la situation. Est-ce qu'on peut avoir assez de courage quand même, Bombok? On va de Bertois pour Douala, on est en relation déjà avec une femme qu'on connaît, que les familles connaissent, mais vous venez quand même dire au père qu'entre-temps j'ai rencontré une autre fille de l'autre côté là-bas avec qui je souhaiterais me marier et prendre la vôtre justement en comment dire ça, parfait banc. Voilà, et l'impliquer dans la polygamie. Comment est-ce qu'on analyse ça, Mbon Bengan? C'est un bon vin. La franchise, mais attendez, vous dites, ça me surprend, vous avez l'habitude de dire les hommes sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Voilà un homme qui vous dit que les hommes ne sont pas menteurs. L'homme bantou vit dans l'honnêteté, dans la franchise. On ne triche pas. Chez nous, on ne triche pas. La tricherie n'est pas bantou. La tricherie n'est pas bantou. Deuxièmement, cette maman-là, qu'elle se souvient, je ne sais pas quel âge elle a. Nous, à notre époque, la plupart des mamans qui allaient en mariage étaient vierges. Des vierges, à notre époque, et on s'en vantait. Les familles s'en vantaient. Elle sort d'où? Elle sort d'où, effectivement? Donc, au lieu, moi je m'attendais, je voulais lui jeter les fleurs parce que entretenir une fille jusqu'en Master 2 sans connaître les hommes, comme on dit. Donc, en fait, ce n'est pas elle. Elle veut prostituer sa fille. Je me rends donc compte que cette fille a plutôt eu l'éducation près de son papa. Voilà, nous avons ce genre de maman à Cariatre, un éduqué qui prostitue les enfants, dit mais tu as déjà le lien, donne-moi un petit enfant, un petit fils, je porte. Voilà ce genre de maman qui est même jalouse de sa propre fille. Oui, justement parce que vous voyez cette maman là va dire, comme elle sait déjà que bon, le futur mari
de ma fille sera son premier homme, pour être son premier homme. Elle commet des monte jalousies les au enchères. lieu, voilà, commence à... Non, c'est une mauvaise femme. C'est possible ça qu'elle Mais en soit voilà jalouse? ce type de comportement. Oui, Donc, moi, je conseille à la fille, dans ce cas, quand vous avez un homme honnête, comme lui, dites à votre monsieur, oui, je peux faire tout ce que vous voulez, mais il faudrait me laisser consommer le mariage au moins 2 ans. C'est comme ça que ça se négocie. Parce que chez nous, en Afrique, on parle. Contrairement à ce que c'est qu'on vous laisse croire que la fille, la femme sont martyrisées, on sait ceci. C'est eux plutôt en Occident qui tabassent les femmes. D'abord, Covid-19 vous a montré l'exemple. Un couple ne peut pas vivre une semaine ensemble, en se regardant les yeux dans les yeux. Ils ne peuvent pas. D'accord. Donc, je dis, cette fille négocie avec son mari en disant, chérie, oui, mais pour que tu t'engages à polygamie, encore que tu dis que c'est moi qui reste, je suis d'accord, mais tu me laisseras consommer le mariage au moins au bout de 10 ans pour passer à ça. Mais pour mes premiers jours de mariage... Au moins au bout de 10 ans, vous dites? Oui, pour commencer la polygamie. Mais là, comme tu me dis que non, je ne permets pas. Cette fille, oui, maman est là, je pourrais aller, mais au moins pendant 2 ans, nous devons être ensemble. Je dois, parce que tu connais d'ailleurs le secret. Je ne connais pas encore les hommes. Il faudrait que toi et moi, voilà, on affirme, on consolide notre intimité. Est-ce que la maman qui refuse... La maman n'a rien à voir là-dedans. Oui, bon, permettez, est-ce que la maman qui refuse que sa fille se marie sous le régime polygamique, est-ce qu'elle n'a pas également ce droit en tant que mère de la fille? Est-ce qu'un droit lui est conféré dans ce cas-là? Quand vous avez une maman acariate, vous faites comment? Vous ne lui répondez pas. Vous vous pliez vers papa, vous vous attachez à papa, qui va trouver les moyens de la ramollir. De la ramollir parce que c'est une femme votre maman ne va jamais vous laisser tranquille. C'est le genre, elle dira toujours, tu as arraché ma fille, alors que c'est la fille qui entretient sa virginité. Mais maman va s'incruster là au point où elle sera un élément perturbateur dans le mariage de sa fille. Nous en avons vu des cas et des cas. Donc, ici, elle négocie avec son mari en lui disant, oui, polygamie aussi, mais on en parlera au bout de 10 ans. Mais mes 2 premières années, là, au moins, laisse-moi consommer mon mariage. Parce que, voilà. Merci beaucoup. Et à ce moment, comme elle connaît déjà la belle famille, elle commence également à parlementer avec sa future belle-mère en disant, maman, voilà ce que Roger voudrait, mais voilà les propositions que je veux. Et tu vas voir, sa belle-maman va l'encadrer et va l'orienter dans ce sens. Karine Sontia, est-ce que la maman également qui demande à sa fille, qui ne veut pas voir sa fille se marier sous le régime polygamie, est-ce qu'elle a des droits? Peut-être. Mais maintenant, est-ce que véritablement la fille ne devait pas plus faire confiance à son papa qui lui autorise justement de le faire, étant donné que le père a tous les droits également sur l'enfant? Le père a fait l'enfant la seule. Dans le verre. C'est lui qui a accouché. La question vous a posée. Et la maman l'a fait seule. Je dis vraiment, c'est lui qui a accouché. Et la maman fait ça peut-être comme maman. Non, parce que quand vous dites que le père a les droits, c'est comme s'il a plus que il est chef de maman. famille, il décide. Non, il est chef de famille, mais la personne qui va se marier, c'est la fille. Oui. Et la fille est appelée à être une mère et pas un père. Elle a choisi. La fille est appelée à être une mère et pas un père. Oui. Donc il ne peut pas comprendre vraiment pourquoi la maman dit ça. Parce qu'il n'est pas une mère. Il est un père. Et dès qu'on comprend ça, on comprend pourquoi la maman se pose à cela. Le père lui-même, il est polygame. Est-ce qu'il a eu la possibilité de le faire? C'est pas une affaire de possibilité. Si maman était très... C'est pas une affaire de possibilité. Il n'a pas pu amadouer la maman parce qu'elle était un peu plus maligne. Et c'est ça que la maman veut que la fille ait. Un peu de malice, un peu seulement. Parce que les enseignements que maman donne ici, là, maintenant, qu'il faut qu'elle négocie et tout, la fille n'a pas ça. Elle veut seulement accepter et partir comme ça. Elle n'a pas ça. Et la mère voit que après 3 mois seulement, cette fille va commencer le vrai calvaire. Le gars connaît votre situation. Il sait que vous n'avez pas encore connu l'homme jusqu'à 25 ans. Il a quand même fait beaucoup de choses pour vous. Il vous a trouvé un travail. De temps en temps, vous partez le voir dans la ville où il se trouve. Vous prenez soin de la maison et tout. Mais jusque-là, vous ne prenez pas bien soin de lui. Parce qu'entre-temps, il a trouvé une femme qui prend bien soin de lui. Dans tous les sens. Au final, c'est vous la deuxième, c'est pas vous la première. Hein. Parce que vous ne prenez pas bien soin de lui. Si on veut seulement se baser sur ça.
Au final, c'est lui, c'est lui. Lui, il est un homme qui veut 2 femmes. Il a déjà une première. Lui, il la veut comme deuxième femme. Encore que 3 mois seulement après le mariage, elle doit aller d'abord rester avec la belle-mère pendant 6 mois. Aka, vraiment. Vous pensez que c'est pas de son devoir d'aller rester avec la belle-mère? S'il veut qu'elle aille là-bas, elle aille avant. Pas maintenant, pas après le mariage. À 3 mois, on reste ensemble 3 mois. Le temps qu'ils réussissent quand même à entrer dans son intimité. Après, il découvre que bon, c'est même pas ça. J'attendais pendant longtemps pour rien. Va d'abord rester avec ma mère. Non mais écoutez. Non, je dis, je reste dans l'histoire. Je suis. Ne la déformons pas. Je ne déforme pas l'histoire. Je suis dans l'histoire. Il a dit qu'après 3 mois, elle aille vivre chez sa belle famille. C'est ça, non? Oui. 6 mois. Après 6 mois. Donc, il ne dit même pas que. Est-ce que c'est pas normal, Karine? Est-ce qu'elle ne devrait pas aller apprendre justement des rudiments du mariage chez sa belle-mère? C'est pas comme ça que ça se passe. On n'apprend pas après être marié. C'est pas comme ça que ça se passe. On y va peut-être quand on est enceinte. Le temps que belle-mère prenne soin d'elle et de bébé qui arrive. On n'y va pas pour apprendre des rudiments quand on est déjà marié. On y va avant. Moi, c'est ce que j'ai observé autour de moi. On y va avant. C'est-à-dire que le gars dit, ok, il vient chez vous, il toque à la porte et tout. Vous partez faire quelque temps chez eux, le temps d'apprendre comment est-ce qu'on se comporte dans leur famille. Après, vous revenez et ainsi de suite, on poursuit les procédures pour la dot. Mais là, il est en train de faire comme si, après le mariage, il va se débarrasser d'elle. 6 mois sans être avec lui, alors qu'elle vient de découvrir un domaine qu'elle ne maîtrisait pas. Il l'envoie chez eux 6 mois. C'est pour que pendant les 6 mois, elle fasse quoi? Pensez-vous comme la mère de cette fille? Moi, je pense comme cette maman. Je pense comme cette maman parce que ils sont en relation depuis déjà peut-être... C'est combien de temps, Dominique? Depuis 2017. Il ne lui a jamais dit qu'il voulait être polygame. Jamais. Maintenant qu'il a doté, il pose la condition. Est-ce qu'on peut doter sans s'accorder justement sur le statut? Oui, non. Ok. Puisqu'il s'entend bien avec le père, il sait qu'à n'importe quel moment, il peut venir dire au père que bon, papa, mais j'ai même réfléchi. Je voulais que... Et le père accepte. Il est en train d'amadouer cette fille. Pendant 3 ans, il ne lui dit pas qu'il veut être polygame. Il lui dit aujourd'hui parce qu'il sait qu'il a déjà scellé quelque chose. Les gens ont déjà bu, les gens ont déjà mangé. Donc, c'est pas, on ne vomit pas les gens de choses là. C'est pas évident. Et comme il sait qu'il est avec une fille naïve qui peut facilement tout accepter, il y va facilement en se disant qu'il est dans une... Heureusement que la maman, est-ce que c'est parce que cette fille n'a pas encore de relation, si vous voulez, permettez, de rapport sexuel à proprement parler, qu'on trouvera que cette fille est naïve. Et c'est peut-être ce qu'elle veut. Elle veut certainement vivre son homme. Elle veut peut-être avoir cet homme pour sa vie. Et elle peut accepter justement que l'homme soit polygame ou pas. Oui, je ne refuse pas, je dis bien oui. Alors c'est pas... Sauf qu'elle ne connaît pas le préalable. De la naïveté. Non, je dis que c'est la naïveté. Parce que quand vous écoutez ce que Bombok a dit, dans ce qu'il dit, il vous dit que on peut négocier parce que dans on doit négocier. Parce que dans nos cultures, ce sont nos mamans, nos grands-mères qui allaient doter, qui allaient négocier pour leur épouse. Et elle négociait comme ça pour que la fille arrive comme sa fille, qu'elle va encore apprendre à accepter ce mariage-là. Du coup, celles-ci viennent dans un mariage où l'autre connaît déjà plus son homme qu'elle. Non, pas accepter, à s'intégrer. Parce que quand vous utilisez les termes... Des deux situations, on a une seule chose. Un homme veut épouser la fille qu'il voulait. Et on ne connaît pas le statut de l'homme. Peut-être le futur Bombo comme moi. De toutes les façons, c'est ce qu'on négocie pendant la dot. C'est pas après la dot qu'on parle de Bombo. Peut-être le futur Bombo et un Bombo qui a une femme. Donc, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui veut tromper l'autre. Et cet homme veut tromper cette fille. Charles Hamel, votre point de vue sur l'histoire de ce matin. Il faut en sortir. Il faut que cette fille retrouve son équilibre. Il faut certainement que la maman également retrouve une santé pour elle aussi. Monsieur Michel Ngachou, je suis d'accord avec la fille parce que la fille reconnaît son erreur. Elle reconnaît son erreur. L'erreur qu'elle a commise était de ne pas sexer. Avant le mariage? Non, c'est vous qui employez vos expressions avant le mariage, pendant ou après. Le gars a vu son malheur de loin. Voilà. Une femme qui refuse de sexer dehors, sexera-t-elle constamment et permanemment dedans? Oui. Vous ne répondez pas, s'il vous plaît. Vraiment, ça n'est pas votre entendement. Non, je suis une femme. Monsieur Michel Ngachou, le gars a vu son malheur de loin que ici, là.
Si je tape 3x ici, là, je ne vais pas m'en sortir. Bêta, je vais continuer. Ah bon? Oui! Vous avez des femmes ici dehors qui ont fait 2 enfants. Dès que Charles Hamel arrive, maman, je vais te prendre. Maman, les hommes ont fini. Ou tu me mets la bague, ou rien. Pas de sexe. C'est moi qui te fabrique. C'est moi qui vais payer tes pots cassés. Voilà ce que les femmes vont vivre donc ici, dehors aux hommes. C'est une alternative. Peut-être c'est l'une des choses qui aura Monsieur amené Michel ce garçon. Ngatou, à 90%, il te dit oui. J'installe le mariage, mais derrière, Lucky Luke, Black le Rock. Ah oui. Beaucoup de filles vivent ces rêves. C'est les filles des églises de réveil. Parce qu'elles sont dans les églises de réveil. Le pasteur met, il pompe l'eau ici. Pas forcément. Permettez, Karine. Pas forcément. Permettez. Vous vous exprimez. Je n'ai pas intervenu. Non, les églises de réveil. Non, Les églises de réveil sont champions. Il y a trop de femmes seules dans ce pays, monsieur Michel. Ouais. Trop de femmes seules. Et les femmes seules devant des hommes entraînent 4 fléaux. Le premier, la prostitution. Quoi ça? J'ai perdu ma vie, mon temps américain, mon amour, ça dit, je peux vous en citer comme ça tous les jours. Deuxième point, la fornication. Un poisson brisé, une bière au lit. Et vous êtes partisan? L'adultère. Beaucoup de femmes mariées aujourd'hui sont dehors, monsieur Michel Ngatou, parce qu'elles vont jouer l'adultère. Les hommes sont aussi obligés d'aller jouer ce fouka-fouka. Et le 4e fléau, les enfants inconnus. Voilà les 4 fléaux que les femmes seules amènent, monsieur Michel Ngatou. Des femmes qui ne sont pas mariées, qui se refusent. Il y en a plein. Il faut se marier, il faut prendre plusieurs femmes. Un homme qui n'a qu'une seule femme est un célibataire, monsieur Michel. Très bien, mais non. La mère entre... Monsieur Michel. Oui, je vais comprendre. La mère présente le voleur au salon, prend son cache-sexe, son huile et son sel, rentre à la cuisine préparée pour recevoir le voleur. C'est ça la règle chez les Bantous. La mère reçoit le voleur. C'est elle qui présente le voleur au père. Le voleur ne traverse pas. Qui a présenté ce gars au père? C'est la mère. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas le frère. Oui. Vous venez dire aujourd'hui que subitement elle est devenue intelligente. C'est elle qui a pris le gars à la cuisine en disant que vraiment le gars, si c'est un bon. On ne connaît pas la procédure. Hein. Mais vous parlez de quoi? Je Non, vous mais donne la écoutez, procédure. La procédure que Je vous vous donne connaissez, la mais c'est pas procédure. C'est la forcément ce qui s'est procédure. passé là. Le garçon ne toque jamais à la porte de son père, de son beau-père. C'est la cuisine. Donc c'est la mère qui étudie. Le père demande à la fille, est-ce que tu t'es bien renseigné? Non, attendez encore, je ne suis pas prêt. Repartez. Un père normal renvoie sa femme 3 fois. C'est la 3e fois qu'elle vit avec le voleur. Je te dis que ce gars est un bon gars, tu dis quoi? Voilà un gars qui est dans 2 villes. La fille a réalisé que je ne suis pas prêt pour le sexe. Je reste dans ma démarche. Ma démarche, c'est pas d'alliance, pas de sexe. Le gars a validé. Il dit, mais tu rencontres un gars qui n'est ni Jésus, ni Thomas. Il a même déjà l'enfant. Qui a déjà l'enfant, qui connaît et qui pratique. Tu lui dis que non, je ne suis pas moi dedans. Quand son cas demain, il fait comment? Excusez un peu les gens. C'est trop le film que les filles font aussi. Merci Charles Hamel, merci infiniment. On a compris votre position ce matin. Dominique Audrey, certainement il va falloir donner un conseil. Le père de la fille a déjà validé, le père de la fille est d'accord justement que sa fille aille dans un mariage polygamique, disons-le comme ça pour mieux nous comprendre. Mais est-ce que l'attitude de la maman est la bienvenue? Parce que la fille. Parle pas. Non, la mère interdit. La mère ne parle pas. La mère dans cette histoire est en train d'interdire à la fille. Elle parle à sa fille. Permettez. Non, la mère dit à sa fille. Permettez. La mère dit à sa fille, elle dit à sa fille, je ne veux pas de ce mariage parce que moi je suis chrétienne, je suis ancienne d'église et c'est un mariage que tu dois le faire de façon monogamique. Bon, la mère ne veut pas de polygamie chez elle. Est-ce que l'attitude de la mère vraiment est à saluer? Oui. Oui. Si vous êtes honnête, vous nous direz que dans votre entourage, tous les foyers polygamiques, ça marche. Ça marche même d'abord chez qui? Ça marche d'abord chez qui? Merci Karine. Tous les foyers monogamiques, ça marche? Au moins, ça reste marche. 2. Il y en a qui marchent. Ça marche? Oui. Ah, vous mettez maintenant, il y en a. Il y en a qui marchent. Même pour les Avec, vous avez en de côté, il y a 460 demandes de divorce. La même les monogames. Permettez, Dominique Audrey, comment fonctionne vous autres, vous les polygames là? Vous chassez les femmes comme ça, non? Nous sommes au On tribunal a maintenant entre raconté. la polygamie Ah, et la mais c'est monogamie. vous qui Permettez. introduit ça, monsieur. Charles Hamel, C'est vous. laissez Dominique Audrey évoluer. Dominique, poursuivez. lui qui a introduit Je vous en prie, s'il C'est vous vous plaît. qui S'il nous vous avez plaît. conduits à nos S'il vous plaît, Monsieur Karine Mathieu. Santia, je vous en prie. Dominique, poursuivez. Oui, la maman a raison.
Une jeune fille de 25 ans qui se retrouve à aller entrer dans un foyer, sans avoir préalablement eu une relation ultérieure ou antérieure avec un homme, sans savoir en quoi ça consiste véritablement d'avoir une relation avec un homme, n'est pas suffisamment mature pour pouvoir se retrouver dans un foyer polygamique. Une mère elle est normale. suffisamment mature pour être présentée à un gars. Oui. On peut vous citer 1000 exemples. Une mère. La génération. Quand elle dit elle ne peut pas, elle tient ça d'où? Non, Mais permettez. la La preuve, elle est tellement, je vais pas dire, je veux dire qu'elle n'a pas été suffisamment intelligente pour se rendre compte que le gars est venu la berner. Si c'est un homme qui était sérieux, avant de venir vous doter un an après, on se demande même pourquoi il a fait aussi précipitamment. Il vous aurait dit que, comme je viens te doter là, c'est sous le régime polygamique que ça va se faire. Vous ne me dotez pas et après vous venez m'annoncer cela. Il y a une entourloupe et la mère de la jeune fille... Si la fille est d'accord, ça suppose qu'il avait dit au préalable. Non, laisse-le parler. Non, laisse-le parler, elle était calme. Elle vous écoutait, laissez qu'elle poursuive son argumentaire, je vous en prie. Il le lui a dit parce que le mariage est censé être prévu pour le mois prochain. Et il lui a dit, je suis sincère avec toi, on ne peut que se marier sous le régime polygamique. Et il ne lui donne même pas la possibilité de choisir. Est-ce que vous, Dominique Audrey, vous saluez quand même la sincérité de ce garçon? Il n'est pas sincère. Où est la sincérité là? Parce que lorsqu'il dit quand même la fille, je vais me marier. Il sait qu'elle ne peut plus repousser chemin. Oui, on va se marier et on sera sous le régime polygamique et que la fille valide. Mais vous ne croyez pas quand même qu'il est sincère là? Il n'est pas sincère. Qu'il encadre, il veut la protéger? Il ne veut pas la protéger. Il ne veut pas la protéger. Ne me dites pas que lorsque vous rencontrez une femme, ou bien lorsque vous avez rencontré une femme par le passé, vous avez attendu de lui dire 3 ans après que bon, en réalité, comme tu vois là, en fait, je n'habite pas chez moi, hein, je squatte chez mon ami. Non. D'accord. Non, on le dit au préalable. C'est dès la base, monsieur Bachou. Elle va chuter. Charles Armel. Non, permettez, elle va chuter. Un homme qui va épouser la femme, il ne dit rien. Et il lui sort le kata dans le mariage. C'est ça. On préfère être un homme. Monsieur Permettez. Il te dit dehors, tu dis que non, il devait te dire. Vous sortez souvent les patas. Vous ne pouvez pas être satisfait, vous les femmes. Même si on vous donne toute la terre, si vous devez dire. Charles Armel, être un homme, c'est s'assumer dès le départ. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas 3 ans après, monsieur. Je suis désolée. Ce n'est pas 3 ans après. N'attendez pas 3 ans pour venir me dire que vous voulez 10 ans. Ils n'ont même pas encore commencé. Il a goûté. Ah, ok, il laisse non. Voilà, je suis heureuse. Mais c'est Merci, je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à nous faire comprendre que c'est à cause des hommes comme vous qu'on se retrouve avec des femmes qui acceptent une tête de poisson. Quelqu'un qui est prêt à trouver une deuxième femme. Vous rencontrez une femme aujourd'hui qui sait ce qu'elle veut faire de sa vie. Et vous estimez qu'elle doit être polygame parce qu'elle refuse. La fille a validé justement. Elle valide, mais c'est sa mère qui fait problème. Ouais, sa mère n'a pas de problème. Sa mère la protège, c'est tout. Et sa mère doit rester campée. Oui, sa mère doit rester campée sur ses positions. Son père n'a pas réussi à imposer ça à sa mère. Donc vous validez l'attitude de la maman. Tout à fait. Une mère normale doit protéger son enfant et cette fille va encaisser. Parce que rien ne prouve même que la fameuse dont on parle est une ancienne. Est venue après la fiancée, entre guillemets. Rien ne prouve. C'est même la femme, la mère. Là, c'est notre débat, je vous en prie. Moi, je prends un petit exemple. Nous sommes à Douala. Un ancien vice-recteur de l'université de Douala est resté sensiblement dans le même cas de figure d'aujourd'hui avec sa fiancée. Polygamie, ça m'a dit non. Il s'engage à Fumban, à la mairie de Fumban. Il est là, je ne cite pas le nom. Il est encore là. Il dit polygamie. Sa femme dit non. La femme est sortie. Et le sultan a trouvé. On a dit, mais comment? Tu sais bien que j'étais dit polygame. Tous sont universitaires et tout ça. Non, parce que vous voulez dire il faut se marier sans s'être entendu. Le gars, mais ils allaient quoi? Le gars lui dit, on fait une affaire déclaration de banque, publication de banque, polygamie. Alors, elle n'était pas au courant. Polygamie, elle était au courant et elle sort, elle volait, donc elle n'avait jamais rien dit. Et le gars lui fait sur le champ, là, tu veux notre femme? oui. Ah bah absolument. C'est bien, c'est bien. C'est que la femme et il est heureux. On va pour terminer, les hommes sont toujours honnêtes. C'est les femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est tout. Merci. Merci Bonbon. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Permettez. Carissa, non, permettez. On n'a pas assez de temps.
Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des lignes budgétaires dans ce pays. Comment exécute-t-on le budget de l'État? C'est vrai qu'un site est mis à disposition pour consulter, mais jusque-là, on ne comprend pas les rudiments. Comment comprendre que le gouvernement camerounais souffre d'une absence de sérénité pour ce qui est de l'exercice de l'exécution budgétaire? Rappelons-nous du cas le plus grave, celui de l'exécution du budget 2018-2019 avec l'affaire de la CAN. Comment comprendre que chaque année, l'on nous fatigue les oreilles avec les mêmes affaires, notamment des problèmes de gouvernance, corruption administrative qui affaiblissent la saine gestion budgétaire selon les règles d'économie et d'efficience. L'exécution des projets du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance, la Coupe d'Afrique des Nations de football retirée au Cameroun en novembre 2018 a nécessité une couverture budgétaire plus importante que celle prévue dans la loi des finances. Pour quel résultat? Réorientation de la réorientation. Suspension de telle ligne pour telle autre ligne. Comment comprendre la persistance de procédures dérogatoires du genre déblocage de fonds, avance de trésorerie, intervention directe de la Société nationale des hydrocarbures, qui ne cesse de saper les efforts de régulation budgétaire visant la constitution des marges budgétaires? Comment comprendre que le volume des dépenses exécutées par le biais des procédures exceptionnelles reste encore élevé? Savez-vous qu'en 2017, ces dépenses ont représenté 15% du budget de l'État? Savez-vous qu'en 2018, les avances de trésorerie se sont élevées à 127,8 milliards de francs CFA, soit 4,2% du total des dépenses? Les avances de trésorerie sont des paiements effectués sans respect des règles de la procédure normale de dépenses, notamment sans engagement, liquidation et ordonnancement préalable. On aime bien jouer avec les avances de trésorerie là-bas à Yaoundé. Comment comprendre que plusieurs dépenses à régulariser soient restées non couvertes en fin d'année du fait de l'indisponibilité des crédits budgétaires qui ont été consommés par qui, par quoi, comment, point d'interrogation. Cas de dépenses de 62,2 milliards en 2018 qui n'ont pas pu être régularisées, faute de crédits budgétaires. Comment comprendre l'accélération des décaissements de financement extérieur liés à celle des grands projets et des travaux de la CAN au-delà du plafond de 617 milliards autant pour moi, autorisé dans la loi de finances 2019. On a posé des questions, des justificatifs enroués de poudre de perlimpinpin sont venus essayer d'effacer ou d'aveugler, on va dire, nos regards. Comment comprendre qu'ils ne se sont pas rendus compte que l'entretien de déficits excessifs et chroniques peuvent être préjudiciables à la stabilité macroéconomique et à la soutenabilité des finances publiques à moyen terme? Savez-vous qu'en 2018, le budget du Cameroun a souffert principalement pour les dépenses relatives à la préparation de la CAN, des fonds de contrepartie, des subventions et des dépenses du guichet d'investissement du fonds routier? Comment comprendre le dépassement des plafonds définis par la loi des finances, le non-respect du principe d'annualité et de procédure d'exécution du budget, sans toutefois oublier les difficultés de remontée des données statistiques? Prenons des exemples. En termes de lignes, nous avons la ligne ce qu'on appelle ligne 67, la 6727 pour les plans sociaux, la 6724 concours, récompenses et distinctions honorifiques, la 6721 en termes de bourses d'études. On a vu le cas des étudiants du Maroc et de Tunisie, de Chine, de Russie. La 6711, le rapatriement sanitaire. Comment est-ce qu'on a géré le rapatriement sanitaire? La 616, frais d'entretien, maintenance et sécurité des bâtiments. Qu'en est-il de nos immeubles? Qu'en est-il pour ceux administratifs? L'argent est décaissé. C'est des lignes budgétaires. La 6717, aide et secours. Il y en a plein, comme ça, plein de lignes, mais des lignes qui apparaissent officiellement lorsqu'on présente le budget, mais qui disparaissent sournoisement dans l'ombre sans qu'on n'en comprenne finalement rien, avec ces fonds qui sont tout le temps levés pour inviter les Camerounais à cotiser. Pourtant, des lignes bien précises existent,
mais ne sont jamais utilisés. Merci Charlamel Mathieu. Collègue exprimé ce matin. Et d'ailleurs, c'est un pied justement que vous mettez dans les réalités de gestion des budgets au Cameroun. Comment les exécutons véritablement? Peut-on toujours dire qu'il y a transparence dans la gestion de ces budgets et surtout des lignes dont vous faites évocation à l'instant? Merci Charlamel Mathieu également, puisque le Cameroun nous appartient et nous avons l'obligation de le construire ensemble. On attend également vos différentes réactions, madame, monsieur, sur les pages 10-12 le Zénith. Laissez-nous vos commentaires à la suite de cette chronique signée ce matin, Charlamel Mathieu. Allez, bon, Bengan, c'est une réalité camerounaise, peut-être même très occidentalisée, parce qu'on a le sentiment que ceux qui ont fait dans l'économie, ceux qui ont fait économie, ont toutes les techniques aujourd'hui pour voler toujours de l'argent dans un pays comme le nôtre. Alors, dites-nous, comment peut-on expliquer qu'il y ait une gabégie autour même de la gestion des budgets au Cameroun, comme d'ailleurs Charlamel les évoquait ce matin? Non, c'est des choses. Nous sommes dans un système qui sécrète et entretient la corruption. Première chose. Je vous avais dit ici dernièrement que jusqu'en 1980, même en 82, parce que le budget qui est l'année à l'époque, l'année civile, allait de juillet à juin de l'année qui suivait. Les gestionnaires d'argent essayaient de tout faire pour ne pas dépenser tout l'argent qu'ils avaient, pour, en fin d'exercice, récolter 5 à 10% de ce qui était resté dans les caisses. On ne faisait rien. Mais dans la nomenclature des dépenses du budget quand même, il y a des lignes, comme ils disent, lignes pour le matériel, carburant, un certain nombre de choses, affaires sociales et tout. En principe, chaque ministère signifiait ou alors expliquait ses dépenses en fonction de ces lignes dans des conseils de ministres. Oui. D'abord au conseil de cabinet et surtout en conseil de ministres. On ne dépensait pas n'importe comment dans le ministère. Il y a des lignes budgétaires. Et justement, ce sont ces lignes-là qu'on vient défendre à l'Assemblée nationale. Vous lui dites, ministère des Travaux publics par exemple, il va dire les chantiers, puisque c'est lui l'ingénieur de l'État. Il va dire, élaborer un certain nombre de choses et le suivi conséquent. Il en est de même, les affaires sociales, il va vous dire les handicapés de ceci et donne des instructions par exemple du genre, oui, monsieur le ministère de l'urbanisme, chaque fois que vous allez construire des immeubles, prévoyez que les handicapés moteurs peuvent accéder jusqu'aux étages supérieurs. Donc ça, on ne les dépense pas n'importe comment. Quand on veut construire un immeuble, on sait le fils où est-ce qu'on prend l'argent et quel montant on peut y affairer. Le problème est arrivé à partir des années 92, dans le chevauchement de ces lignes-là. Précisément parce que l'on a dit crise économique. Oui, on commençait à tricher un peu. Mais tricher voulait dire quoi? Voulait dire qu'en fait, on explique que ces dépenses prioritaires doit être effectué par rapport à tel autre qui n'était pas prioritaire ou alors qu'on peut laisser ou minorer, dont on peut minorer les dépenses. Non, c'est arrivé au point où, lorsqu'un ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, il s'appelait à l'époque M. Sali Dairou, met les fonctionnaires en compétition avec les opérateurs économiques. Il dit, vous pouvez faire les affaires même lorsque vous êtes fonctionnaire. Oui, ça commence donc à mettre... Mais de façon sereine, Momo, est-ce que ce n'est pas également parce qu'au-delà de la crise économique des années 90 qu'on a connue au Cameroun, dont vous faisiez évocation à l'instant, est-ce que le système en lui-même, comme vous l'aviez auparavant dit ici, c'est un système qui sécrète bien sûr la corruption? Est-ce que la corruption n'est pas l'un des facteurs clés, effectivement, qui amène justement l'État à mal gérer ses budgets en fonction de ces différentes lignes qui sont créées? Oui, justement, c'est d'ailleurs pour cette raison que, croyant régler ou alors réguler ça, le chef de l'État avait créé, je pense, une commission de bonne gouvernance qu'on avait confiée au professeur Dieudonné Oyono. De bonne gouvernance, donc, il devait appuyer ce qu'on appelle le ministère, le contrôle supérieur de l'État, c'est un nombre de choses pour essayer de réguler les lignes-là. Même si vous faites une dépense et que l'argent alloué pour cette ligne-là n'existe plus, comment pouvoir emprunter ailleurs et faire ce qui est
je veux dire, ce qui est nécessaire et important à faire tout de suite. Ça, on disait quelquefois que la comptabilité, c'est un problème d'écriture. Donc, pour que cela ne paraisse pas comme une faute de gestion, il y a donc les ordonnateurs de dépenses doivent se concerter et venir et juger de l'opportunité de telle ou de telle dépense pour emprunter ici et rajouter là-bas de l'autre côté. Merci, c'est cette concertation en fait qui n'est pas généralement fait, ça amène donc à des fautes de gestion et à des détournements. Merci Mourou Bengan justement de cette appréciation ce matin, madame, messieurs. Vos réactions également sont attendues. Nous tenterons effectivement de vous lire comme à l'accoutumée. Karine Santia, est-ce que on peut également, de votre point de vue, dire aujourd'hui que l'exécution du budget pose toujours un problème au Cameroun? Souvenez-vous avec celui qui a été rendu public et surtout promulgué par le chef de l'État après que ce soit reconnu et amendé au niveau du Parlement. Est-ce que c'est de nature justement à rassurer les Camerounais qu'on atteint toujours des objectifs dans ces budgets-là, malgré les défenses que les différents ministres font au niveau du Parlement? Ça dépend aussi de comment est-ce que ces projets-là sont réalisés. Est-ce que c'est mature? Est-ce qu'on atteint toujours justement, c'est pour ça que je dis, ça dépend d'abord de comment est-ce que ces projets sont rédigés. Vous vous rappelez que le FMI et l'OMS parfois disent que nos projets ne sont pas souvent bien rédigés et ne sont pas bien montés, raison pour laquelle les financements tardent souvent à venir. Vous savez qu'au Cameroun, la plupart du temps, les dépenses qui sont prévues par le gouvernement dépassent la plupart du temps les recettes que le gouvernement pourrait gagner. Oui. Du coup, on se retrouve dans des déficits budgétaires qui parfois dépassent 1 milliard de francs CFA. Mais ça permet à ce que ces déficits-là font en sorte que l'État fasse des emprunts obligataires auprès des citoyens et parfois auprès des banques que parfois après l'État ne rembourse pas. Ce qui est important au Cameroun d'observer, c'est que dans ce qu'on appelle notamment c'est la mauvaise gestion des budgets au Cameroun, il faut noter que ça peut arriver dans certaines circonstances là où l'État en cours d'exécution de son budget a rencontré des difficultés. Par exemple, on a la pandémie de coronavirus qui peut apporter des complications dans la gestion du budget et ça va créer des déficits, donc il faudra encore renflouer les caisses. On peut arriver à ce que pendant l'exécution de ce budget là, on ait une guerre qui éclate. Du coup, ça va faire en sorte que l'État sera obligé de rediriger les fonds alloués par exemple à un secteur comme la santé ou l'éducation pour la sécurité. Mais ce qui reste à comprendre dans notre gouvernement, c'est que l'État ne fait pas des prévisions du genre on peut arriver au milieu de notre exercice et avoir tel problème, voilà au moins une réserve. Est-ce qu'on peut pas dire que l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui dans la gestion justement de ces budgets, c'est un manque de transparence à travers justement ce budget-là? Aussi, vous savez qu'il a fallu que le député Jean-Michel Nitche soulève la question notamment de la gestion du budget alloué, des fonds alloués à la pandémie, pour que le ministre de la Santé publie une liste qui nous a fait part notamment de la distribution de certains dons qui ont été alloués au ministère de la Santé pour lutter contre le coronavirus. Et vous avez vu que même dans cette répartition-là, il y avait comme des inégalités qui ne s'expliquent pas beaucoup. Mais on comprend quand même que dans notre gouvernement, il n'y a pas trop un besoin de rendre transparentes les dépenses de l'État parce que ça va pousser les gens à se poser beaucoup de questions. C'est une peur de révolte populaire, mais de demande de sanctions, on peut demander des comptes. Lorsqu'on rend transparentes les choses, c'est pour que les gens soient au fait, pour que vous sachiez que si on a dit qu'on a donné 5 millions de francs CFA dans votre localité pour notamment le réaménagement des routes et autres, vous voyez sur le terrain qu'il y a des routes qui ont été faites. Mais si vous ne voyez pas, vous allez demander des comptes. Du coup, on ne rend pas transparent ce domaine-là. Tout cela s'est passé même au niveau de la CAN. 3 000 milliards sont partis dans l'eau parce que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a été fait de cet argent. Merci beaucoup Karine Santia. Madame et Monsieur Baton nous pose la question de savoir est-ce que le Cameroun vit dans une mafia réelle? Est-ce que la gestion du budget au Cameroun, dans sa globalité, reste toujours tel autant pour moi, un véritable serpent de mer? Comment créer plus de transparence dans la gestion de ces budgets et permettre aux Camerounais de savoir exactement quels sont les objectifs à atteindre? Est-ce que les Camerounais sont au parfum justement ce qu'on fait de l'argent qui est censé être public? On en reparle et on va boucler justement ce sujet de la colère avec vous dans la deuxième partie. Merci de nous rester fidèles sur Equinox Télévision.
Bon retour, madame, messieurs, deuxième partie, 10-12 le Zénith, la poursuite en même temps. On tente de mieux comprendre la gestion, bien évidemment, des budgets de l'État et surtout son exécution au Cameroun. Et Karine Sontia, avant qu'on ne marque la pause, nous a pris un exemple patent, la gestion effectivement du budget de l'année 2018 avec surtout la question qui ne cesse de diviser depuis 2 ans, la CAN, comment l'a-t-on gérée? Je voudrais avec vous, Dominique Audrey Oyengelek, en prenant votre point de vue là-dessus, que vous nous donniez quand même le regard que vous y jetez. Croyez-vous que ces budgets sont toujours bien exécutés, toujours bien encadrés? Et est-ce qu'il y a transparence de votre point de vue? Je vais répondre malheureusement par la négative à toutes vos 3 questions, parce que si c'était bien géré, on aurait effectivement eu ce pourquoi on a débloqué les fonds pour la CAN de 2019. Malheureusement, non. Et je crois, si je ne me trompe, qu'on a encore débloqué des fonds pour organiser celle de, je ne sais même plus quand, c'est 2022, 2021. Voilà, 2022. Donc, si ça avait marché, si les lignes budgétaires étaient effectivement utilisées pour les fins auxquelles elles ont été attribuées, effectivement, on en aurait eu. La bonne gestion publique passe par le recensement des ressources, des fonds disponibles. Lorsqu'on a fini de faire les états de ce qu'on a et de ce qu'on peut faire, à ce moment-là, on attribue des fonds soit pour l'éducation, soit pour les infrastructures, soit pour la santé et autres. Malheureusement, au Cameroun, si vous vous rendez dans certaines localités, vous allez vous rendre compte que effectivement là-bas, à tel endroit, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, mais il y a un fonds qui a été alloué. Conséquence, l'année qui vient, on va encore débloquer des fonds pour refaire la même route. Mais lorsqu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'on se pose même la question? Généralement, on ne se pose même pas la question. On débloque simplement les fonds pour que ça se refasse. Ou bien quand on pose des questions, c'est le bas peuple généralement qui s'interroge. Mais on a débloqué l'argent pour faire le tronçon de tel à tel endroit. Pourquoi jusqu'aujourd'hui ça n'a pas été fait? Ça ne reste que là, dans nos maisons, dans notre rue, dans nos marchés et basta. On peut parler ici d'un mauvais contrôle de l'action gouvernementale. Une absence de contrôle. Même les députés sont complices de cette gabégie-là? Bien sûr. Une absence totale de contrôle, une absence de suivi, un manque de transparence. On ne peut pas faire de transparence au niveau des lignes budgétaires parce que transparence égale pas moyen d'avoir l'argent de taxi, pas moyen d'avoir l'argent pour faire des voyages avec les petits copains, pas moyen de s'offrir des maisons, de s'offrir le luxe. Donc, il n'est pas question qu'on mette à disposition de tous les Camerounais des informations sur ce qui doit être fait. Et malheureusement, on ne peut pas se mettre à un certain pied d'égalité avec d'autres pays qui ont compris ou bien, dans une certaine mesure, essayent d'appliquer le respect, essayent d'appliquer scrupuleusement ce pourquoi les budgets sont alloués. Donc, au Cameroun, aujourd'hui, on a besoin de diffuser les informations. Je veux dire que pour le Cameroun nouveau, le Cameroun qui arrive, on devra diffuser ces informations-là. Les populations devraient être au parfum de tout ce qui est prévu pour les populations. Les populations devraient être parfum de tout ce qui serait prévu pour elles. Mais non, l'accès à l'information, vous savez, c'était fait sciemment. On a un budget, on a des lignes en même temps d'exécution qui n'aboutissent toujours pas. Et lorsque la presse, là on parle bien de la presse, qui veut aller comprendre l'information, qui veut en savoir un peu plus là-dessus, il y a un réel problème. On ferme la porte à la presse. Est-ce que la presse, ici, joue vraiment le rôle des yeux et des oreilles de la population? Que non. C'est fait à dessein. Oui, pour le Cameroun d'aujourd'hui, la presse n'a pas accès à ces informations-là, malheureusement. Mais heureusement encore, parmi ces personnes-là, il y en a qui donnent certaines informations, mais qu'on est obligé de protéger. C'est pour ça que j'ai dit que le Cameroun nouveau devra avoir des dirigeants nouveaux qui devront obligatoirement mettre à disposition des populations ces informations-là. Et tout devrait être fait avec transparence pour qu'on puisse suivre pas à pas la construction, les différentes étapes de construction du pays. Regardez, il y a eu le même problème avec le stade de Bafoussam. Oh, ça a pris des années. Vous entendez 7 milliards aujourd'hui, tel nombre de millions demain. Pourtant, au départ, on vous fait une facture, on vous dit ça va faire 10 000. Et des années plus tard, on vous dit non. En fait, c'était même pas 10 000 qu'il fallait. Il fallait 20 000. Tout ça, ce sont des manques qu'on aurait pu attribuer à d'autres domaines.
Donc, à côté de ça, quand on aura fini avec ça, je crois qu'on pourra s'en sortir. Malheureusement, on a le sentiment que toutes ces années avec ce qu'on a baptisé les grandes réalisations, dans les grandes réalisations du Cameroun et les budgets qui sont alloués, on n'en sait pas grand-chose. C'est toujours, comme on aime à le dire ici, un véritable serpent de mer. Est-ce que, Charles Hamel, on a le courage de dire que, n'ayant rien compris des grandes réalisations, on comprendra peut-être rien des grandes opportunités d'aujourd'hui avec une mauvaise exécution des budgets qui sont alloués? Alors, Monsieur Michel Ngachou, allez voir la route Bouddha ou Babadjou-Bamenda. Dites-moi où est-ce que c'est passé? Où est passée la ligne? C'est vrai que c'était sous financement extérieur, mais le Cameroun avait une contrepartie. Allez voir où on se situe. Prenez l'axe, l'autoroute Douala-Yaoundé. Nous sommes en termes d'exécution à combien? Cette ligne-là, on a arrêté pratiquement les travaux. Cette ligne a été orientée où? Autre question. Pénétrante est et ouest de Douala. Vous avez vu la pénétrante est et ouest. Lorsque vous entrez, vous sortez au niveau pour Bomono. Regardez l'état de la route à Bomono. Entre Bomono jusqu'à l'entrée. Au niveau de l'entrée de la station de paysage, la route est large. Mais sortant de là, vous êtes sur une piste. Pourtant, c'était prévu aller jusqu'à Souza. C'était à partir de Souza que devait véritablement s'ouvrir le boulevard jusqu'à Douala. Prenez la pénétrante à la sortie pour aller à Yaoundé. Nous sommes dans quel état? Passons. Restons dans la ville de Douala. Lorsque vous quittez du terminus BBR pour ressortir, M. Michel Ngachou, au niveau du carrefour CCC, là où il y a la maison des témoins de Jéhovah. Le boulevard est grand, mais pour passer devant le BBR, ça s'est complètement rétréci, ça devient une piste. Passons. Allons au niveau de Bonamou Sadi, pour le rond-point Maïtur jusqu'au carrefour Santa Barbara. Carrefour Santa Barbara, la route s'ouvre, c'est à 2 voies, mais lorsqu'elle arrive au carrefour Santa Barbara jusqu'à rond-point Maïtur, elle se referme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est autant de lignes budgétaires. Prenons les lignes en elles-mêmes. Je ne veux pas vous dire que les gars gagnent des marchés, parce que tous ces marchés obéissent à une ligne, ils gagnent des marchés, mais à la fin, on ne cherche pas à savoir si c'est exécuté, la réorientation est tout autre. Parfois, on a arrêté même les chantiers dans les travaux publics, c'est grave. Vous avez la ligne 6617, qui est celle de l'aide et secours, M. Michel Ngachou. Allez voir, allez véritablement parcourir dans la nomenclature budgétaire, vous allez vous rendre compte que cette ligne, elle n'est là que pour faire figure. Figure parce qu'en aucun cas, on a eu à prélever à ce niveau, c'est toujours des dons personnels du chef de l'État. Vous avez la ligne 616, donc la catégorie de dépenses 61 dans la ligne budgétaire, 61,6, donc 616, frais d'entretien, maintenance et sécurité des immeubles. Les immeubles au Cameroun sont sécurisés? La règle de la norme IGH est-elle respectée? Allez savoir pour vous rendre compte que ça encore c'est une ligne qui apparaît. Vous avez la ligne 6727 des plans sociaux. Nous sommes en pleine période d'inondation. Nous avons la sécurité, la protection civile. Elle existe, M. Michel Ngachou, le plan social. Vous avez la ligne 6000. Pardonnez-moi. D'accord. On peut bien comprendre. Hein. C'est l'effet de toutes ces lignes-là qui peuvent avoir un effet. La ligne 6721 des bourses d'études. Quelle est la situation des Camerounais au Maroc? Elle est fournie, hein? C'est des lignes budgétaires bien fournies, M. Michel Ngachou. La ligne bourse des d'études. Nos étudiants qui sont au Maroc, qui sont en Chine, qui sont en Tunisie, qui sont à l'étranger. À l'étranger, M. Michel Ngachou. La ligne 6711, rapatriement sanitaire. Je voulais chuter par là. Rapatriement sanitaire, M. Michel Ngachou. Vous avez vu dans quelles conditions les Camerounais ont été rapatriés par rapport au Covid. Oui. Vous avez vu comment les gars de payer que sont eux qui ont payé. Pourtant, il y a une ligne qui est sérieusement et sauvagement fournie. Est-ce que le problème réellement, si on a ces lignes qui existent et qu'il y a des mauvaises exécutions, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui le regarder, lui dire que le problème c'est certainement le ministre de
des Finances aujourd'hui. Monsieur Michel Gassou, je vous arrête. Vous avez au ministère des Travaux publics un appareil qui avait été acheté par Ambasala. Il avait respecté, à son époque, Ambasala avait respecté, parce qu'ingénieur de la République, la ligne budgétaire, il avait acheté le déglectographe. Oui. Le déglectographe, c'est un appareil, c'est une machine, c'est en forme de véhicule, dont l'objectif est de vérifier toutes les malformations, déformations et malfaçons en termes de construction routière. Ça veut dire que lorsqu'on vous donne le marché de construction de route, on passe après, avant de réceptionner, de ça avec le déglectographe, monsieur Michel Gassou, on passe sur la route, on vous dit, monsieur, ici, là, vous n'avez pas respecté l'épaisseur, ici, vous n'avez pas respecté ici. Quand l'autre ministre, l'actuel ministre est arrivé, il a pris, il a mis à côté. Vous avez des radars. On peut comprendre ce qui s'est passé justement sur la route Ayos-Yaoundé. Ah, ça nous revient justement. Voilà, le déglectographe. Effectivement. Et c'est là on a dit en bas, ça va te reposer. Ouais. Tu as trop respecté. Et qui a même risqué la prison. Voilà. C'est important. Il avait respecté. Et quand il partait, il avait bien dit, on me chasse parce que j'ai respecté ma ligne, j'ai respecté ce qui devait être fait en tant qu'ingénieur de la République. Donc vous vous rendez compte que ces lignes, parfois c'est la nébuleuse de la présidence, qui elle peut passer un coup de fil en disant, nous avons une urgence, XXY, tel, voyez ce que vous allez supprimer, on suspend telle ou deux lignes, on réoriente ailleurs. Mais à la fin, ça n'entre pas dans les livres comptables. On n'explique pas que nous avons prévu faire si on n'a pas pu le faire. Il y a une orientation. C'est la raison pour laquelle vous avez vu une inondation. On n'a pas pu utiliser. Il y a eu des incendies, on n'a pas pu faire. Cette ligne a été réorientée ailleurs. Voilà comment on vit. On vit d'un coup de fil au Cameroun. Le Cameroun et l'administration vivent d'un coup de fil. Telle ligne, vous suspendez, monsieur le directeur général du budget, vous suspendez, vous remontez à tel autre, et on passe dessus. Merci beaucoup, Charles Abel Batchou. Merci à vous, madame, monsieur. Dans un instant, on lira vos réactions, mais on va quand même rappeler, à la suite de tout ce qui a été dit ici, simplement que la présidence de la République, et qui est une fierté camerounaise, semble être une nébuleuse qui ne permet pas le développement réel du Cameroun. Parce qu'en réalité, si on doit évoluer sur des coups de fil et surtout sur des pressions que l'on porte aujourd'hui sur les ministres de la République et ne leur permettant pas d'utiliser véritablement le budget pour pouvoir arriver à leur finalité, c'est un problème. Mais on va aussi décrier le fait que la corruption est béante et c'est une réelle maladie, justement, dans les sociétés camerounaises aujourd'hui. Les réalités sont là, elles sont perceptibles. Et on sait également que le chef de l'État en avait fait de la corruption, la bataille contre la corruption, justement, un cheval important pour pouvoir efficacement permettre aux Camerounais de profiter, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a eu à promettre. Mais la réalité quand même, c'est que c'est 38 ans après, on regarde ce qui se fait, on regarde où on va, on a le sentiment qu'on est en train de nous enfoncer droit dans un gouffre, et le gouffre est tellement béant, il est ouvert, que les Camerounais chaque jour ont peur. Mais est-ce qu'on devrait toujours avoir peur? Nous ne devons pas nous lever un jour et vous dire, nous sommes fatigués, arrêtons justement de nous tourner en bourrique. Et bien là, on ne souhaiterait pas que ça tourne au vinaigre, mais on souhaiterait en même temps que la nébuleuse laisse les Camerounais s'exprimer et repenser leur avenir. Dans un instant, madame, monsieur, la lecture justement de vos nombreux messages par Karine Sontia. Oui, c'est bien comme il a montré son vrai visage qu'elle n'essaie pas d'accepter ce mariage. Elle va mourir de regret après car elle est jeune et son homme idéal va venir. Françoise Yomi. Un autre message. Dès qu'il va te goûter après la nuit de noces, il va aller habiter avec celle qui s'occupe de lui là. Tu vas lire l'heure avec le froid et la jachère. Liliane Gongan qui nous écrit. Concernant l'histoire du jour, je pense que cet homme est honnête. Je ne sais pas si les femmes sur le plateau auraient voulu que cet homme épouse la jeune fille sous la forme monogamique et passe des nuits dehors à cause des concubines. C'est cette monogamie qui va l'empêcher de passer les nuits dehors. Alors, je suis d'accord en partie avec Bombox. Ce monsieur doit laisser consommer le mariage au moins 10 ans, pour 10 ans, avant de penser à une autre épouse. Mais il a le mérite d'avoir été sincère. Alors, les filles qui exigent le toqué porte et la dot devraient savoir que c'est une coutume bantou. Par conséquent, la monogamie n'existe pas. Aïe, aïe, aïe. Pas évident, le message a disparu. Alors, par conséquent, la polygamie n'existe, la monogamie n'existe pas.
Voilà un autre message. Au moins, le monsieur est honnête. Il faut lui tirer un coup de chapeau pour cela. C'est mieux pour lui de laisser cette jeune fille, car sa mère sera un poison pour ce ménage. Mieux, il va dans une autre famille se chercher. Sauf que l'honnêteté arrive après la dot. S'il avait dit avant de doter, la mère de la fille se serait opposée à ce mariage. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et Si aujourd'hui, il est contre. Si la femme avait la parole pendant la dot, je ne sais pas, si vous avez assisté à une dot, vous avez vu la femme parler. La femme parle pendant Est-ce que la la dot. mère a parlé pendant Même la mère de la fille même n'assiste même pas à la Est-ce dot. qu'elle de a sa parlé fille. pendant la Est-ce qu'elle dot? doit donc parler? Elle a parlé Ce à n'est sa pas fille là où elle doit après. parler. Non, c'est pas là où elle doit Voilà. parler. Ce que je Elle dis, doit faire c'est quoi? que s'il avait dit à cette fille que c'était la Elle a polygamie, mal de- Ne avant parlons de pas tous au même l'adopter, moment, je vous en prie. s'il avait dit à cette fille qu'on va se marier sous le Elle aurait régime dit à sa polygamique, mère. si tu es Permettez, Karine. d'accord, je viens te doter. Sa mère n'aurait pas accepté. Elle n'aurait pas accepté. Et sa mère ne l'aurait pas là. présenté, c'est elle qui a présenté. Le problème ne se père. posait pas encore à ce Charlemagne. niveau, dans la simple mesure où le gars a accepté le fait pour la fille, parce qu'il se voyait tous les jours, d'accepter la chasteté. Donc, il veut C'est l'aider. l'homme Permettez, une Karine. position. Elle évolue. Il veut il seulement évolue. aider la fille. Karine, permettez qu'il évolue. Allons-y, Charles, on vous écoute. Non, j'ai perdu. Non, Non. le problème est le suivant. Est-ce que, en acceptant, lorsque la fille accepte, elle avait dit à l'homme que je suis vierge? Oui. Oui. Elle dit Elle oui. lui a dit Elle- dès le Bon, départ. ça veut donc dire que c'est une fille pala. Pourquoi? Justement, qu'est-ce qu'elle gagne quand on dit vous dites pas non, c'est-à-dire qu'au premier venu vient, il sait que l'homme il a rêvé, Ouais. il l'a vu où? Dans les songes. Quand tu viens, Donc, la ça fille donne- vient, permettez, vous allez poser des questions, vous c'est donnez les après le réponses. mariage. Même le Totalement. mariage, c'est un processus. L'homme n'est pas venu, c'est pas le premier homme à la draguer. Justement. Ah, voilà, mais qu'est-ce qui l'amène donc à dire à cet homme, je te donne ma virginité? Si C'est tu précisément parce qu'ils ont fait un chemin ensemble. Ils ont fait un chemin ensemble Pendant lequel qui il a aboutit menti. à cela. Est-ce que vous faites comme si dès que l'homme est arrivé, elle a dit, et c'est vous que j'attendais, et c'est quand on va se marier, je vais vous donner ma virginité. Cher ami, c'est pas comme ça. Très bien. Et justement, c'est pendant ce processus que l'homme lui dit, oui, je m'engage, tel que, voilà. Et quand il dit à l'homme que non, c'est jusqu'à ce que me dit, mais attends, moi je peux pas rester comme ça. Tu m'as trouvé avec quelqu'un. Voilà les choses peut-être que vous n'avez pas répertoriées dans l'histoire, mais qui Non, étaient non, sûrement non. dans les échanges. Non, bon, Si bon. cette Mais faites femme, comme s'il si veut. cette femme, Il ne l'a pas dit. j'aimerais Il a dit à la quelque chose. fille, Si cette fille, je t'ai rencontré, on se met ensemble, je t'aime. La fille lui a dit que, ok, il n'y a pas de problème, tu m'aimes, mais sache que je ne vais pas avoir de rapport sexuel avec toi tant que tu ne m'épouses pas. Au moins. Il n'y a pas de problème. On a fait que le monsieur, et il allait se rencontrer une autre fille là-bas avec qui il s'envoie certainement. prend bien soin de lui. Et maintenant, il vient lui imposer la dot. Les saisons même climatiques, Si la cette fille, prédisposent si avec les cette saisons de fille- pluie comme ça. si il faut pas cette les- fille dès le départ Pourquoi avait su que le gars voulait C'était la un polygamie. mariage Merci, polygamique, merci. on nous a dit sur ce plateau que c'est la mère qui présente l'homme au père et après elle disparaît. Ça veut dire que dès le départ, si le monsieur avait dit à cette fille que je veux un mariage polygamique, pendant que la fille parlait de son gars à sa maman, elle lui aurait dit que voilà ce qu'il veut et la maman aurait désisté dès le départ. Pas qu'après il vienne dire aujourd'hui et il pense que tout le monde va l'accepter En comme même ça. temps, en même temps, Vous l'histoire êtes d'accord ne dit avec pas moi, exactement. Monsieur Michel Gachou, vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de filles mentent à leur maman pour protéger leur gars, non? Non. Mais si, il y en a. écoutez, Voilà. Je n'en Mais connais pas. pourquoi elle pose les questions aujourd'hui? Non, Elle pose Elle avait menti. les La question- Cette fille pose des questions sur un seul fait, c'est la polygamie. Oui. C'est tout, parce qu'elle est. Mais la éduquée. jeune fille a validé la polygamie. Son problème, c'est que C'est sa mère n'est pas d'accord. c'est sa mère qui n'est pas d'accord. Elle veut la Et maintenant, on bénédiction. Comme la rappelle, mère ne décide pas, qu'elle aille se marier alors. est-ce que si elle se marie dans ce cas-là, Bombog, elle risquerait d'avoir, comment dire, un sort, peut le Non, jeter? On va lui dire. non. Qu'elle aille Si- se marier. dès lors que maman a accepté la dot, Voilà. on a validé. En principe, sa maman ne l'accompagne même pas Même quand on pas. va On l'accompagner, l'a quand on va la trompée. dire. C'est une autre maman qui l'accompagne. Qu'elle aille Quand se elle marier. ira dessus. Marie-toi, ma chérie. Et j'ai autre chose. Sans me Je poser veux de dire, la questions. séance de bénédiction est passée. Depuis. Ça se passe le jour de la La dot. dot. Vous ne pouvez donc pas bénir Et et maudire maudire. par la suite. Ce n'est pas possible. D'accord. Sa mère. Merci. Sa maman l'a Les messages, déjà Karine. béni. Les messages. Maintenant, merci. c'est elle qui voudrait que pour l'accommoder, déjà, bon, il ne faudrait pas que maman. Merci, mais Bobo. elle a déjà les bénédictions. Les Donc, elle messages peut aller Karine en sont mariage. Les messages, s'il vous plaît. Alors, Maître Biya a dit sur Equinox TV que tant que le RDPC a la majorité parlementaire, ils sont libres de gérer le pays comme ils veulent. Qu'on arrête donc de pleurer pour les détournements de milliards que font tous les jours ce gouvernement. Ils se partagent les biens du Cameroun, même à l'étranger. Comment quelqu'un peut travailler à Yaoundé, être logé à Yaoundé et être logé en même temps en France, à Paris? C'est quoi le problème? Vous n'entendez pas quoi? Le ministre de la Santé
Vraiment pas faire des accusations de la sorte concernant non, justement, il faut, s'il veut prendre les propos de Maître Billy Gardin, non. Il a dit que leur chef de l'État, leur président national et chef de l'État, justement, met des mesures en temps pour rattraper ce qu'ils font là. Il n'a pas dit, on risque de penser qu'il a dit que nous continuerons à voler. Non. Il a dit qu'ils ont engagé des mesures d'assainissement. Et maintenant, on peut s'interroger sur ces mesures d'assainissement, notamment les 3 structures gouvernementales qui encadrent ça. Non. Il y a d'abord la réforme administrative, parce que le ministère de la fonction publique est considéré comme la direction des ressources humaines. Quelles sont les réformes administratives qui viennent de là? À partir du moment où le ministère de la fonction publique, de la réforme administrative, convoque les réunions du RDPC avec l'entête du ministère de la fonction publique, ça pose un problème. Que fait donc le contrôle supérieur de l'État? Lorsque on veut contrôler une entreprise étatique ou para-étatique, on vous met en mission, au lieu de venir surprendre le top management et les services comptables, vous l'appelez pour lui dire, tu sais, cher ami, c'est moi qu'on a envoyé te contrôler et je viens là-bas mercredi et j'ai une mission de... Il faut te préparer. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle la Cour des comptes. Ils font quoi? Voilà des trucs en fait qui auraient pu mettre à la disposition de la représentation nationale, donc les députés, un certain nombre de choses qui pourraient leur permettre de contrôler l'action gouvernementale. Mais tout ça c'est flou. Vous avez parlé tout à l'heure des journalistes. Le premier obstacle pour le journaliste au Cameroun, c'est l'accès à l'information. Oui. Donc on ne vous donne pas. Il y a quelquefois même, lorsque vous avez l'information à un, comme on dit, on est en mesure de fabriquer un faux document. Et on vous condamne pour ça, alors que c'est vous qui avez la bonne information. On sort un faux document pour dire, ah mais c'est que Ngatua a signé là dans son papier est faux. On vient de lui présenter au tribunal et on vous en prison, on peut vous condamner. Et alors que c'est vous qui étiez sur la vraie piste. Alors on vous entend parler, Moron Bengan, on se demande à quand la fin justement de ce système qui continue de torturer les Camerounais. À quand la fin justement ce système qui continue justement d'avilir et qui ne nous permet pas vraiment de nous sentir fiers d'être Camerounais. Ça dépend des Camerounais. On peut y aller même de manière non violente. Mais pourvu qu'il y ait un réveil de conscience, Oumniobé avait parlé de lutte unie sur tous les fronts. Ça veut dire la chose suivante. De Gaulle a fait un coup d'État en 1958, il n'a pas tué quelqu'un. Vous nous rappelez ça tout le temps. Justement, même Ben Ali a enlevé Bourguiba en 1987, il n'a tué personne. Nous, on a vu dernièrement en Algérie, les Algériens ont dit Bouteflika, et ça va pour toi. Bien que le même clan soit remis, mais ils ont quand même résisté. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas faire n'importe quoi au peuple algérien. Donc, il appartient aux Camerounais aujourd'hui de commencer ce qu'on pourrait appeler les cercles d'études sociales. Quartier, c'est-à-dire, je ne sais pas, un leader d'un parti ou un député ou un maire. Mais ils sont des leaders locaux. Mais écoutez, vous savez, on est dans la pensée... Ils commencent à tenir des réunions que le sous-préfet vient. On est dans la pensée unique au Cameroun, vous savez. Vous ne pouvez pas parler de cercle de réflexion. Il faut savoir que vos réunions seront infiltrées par les gars des renseignements. Effectivement. C'est pour ça donc qu'il faut les rendre publics. C'est-à-dire qu'on encore qu'il faudrait qu'on puisse vous accorder même de l'argent. J'ai dit dans votre maison, vous êtes 6, 5, vous réunissez tous deux, vous décidez de vous réunir tous les samedis. Il y aura un infiltré dedans. Mais puisque les choses sont claires, vous discutez de la propriété du quartier, vous décidez d'aller voir le maire en disant que telle sœur veut ouvrir son salon de coiffure, mais pourquoi il a payé, par exemple, les taxes d'hygiène? On ne lui donne pas la possibilité, elle n'a même pas où, voilà. Donc vous commencez à poser ce problème-là, mais de manière claire et précise, et chaque localité, voilà comment vont naître les leaders locaux, et de fil en aiguille, ça va joindre une masse critique dans la localité et booster les choses. Je peux, sans être pessimiste, je sais en même temps, Bombo, que vous êtes plus instrumentaliste, non pas instrumentaliste, vous avez plus d'outils, oui, que moi. Vous savez quand même que nous sommes sous un régime pas facile. Oui. Car ils sont les messages. Ce gouvernement a habitué ses membres à toujours voler, faute d'impunité. En plus, l'Assemblée nationale est à l'image du gouvernement, raison pour laquelle, quand les membres de ce gouvernement viennent se défendre devant l'Assemblée nationale, c'est une sorte de rendez-vous pour prendre le petit déjeuner, le déjeuner à midi.
Ouais. On va prendre d'autres messages, notamment sur la page 10-12 le Zénith. Alors, la polygamie n'est pas l'expression d'un amour extrême, mais d'un mépris excessif des femmes. Théodore Jouffroy, jeune fille, ne trouves-tu pas étrange que pendant plusieurs années, tu t'es précieusement gardée pour un homme, mais lui, non seulement il trichait avec une autre, mais il pousse la bassesse à vouloir t'imposer officiellement celle-ci. Tu devrais écouter les conseils avisés de ta maman, car tu n'as pas conscience du guêpier dans lequel tu vas te fourrer. Prudence, ne joue pas à la roulette russe avec ta vie. Très bien. Henri Michel Cham. En termes de malgouvernance également, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Oumar Abba Dogo, qui nous écrit depuis la France. Comme c'est amusant de voir que dans la société africaine, la polygamie est devenue tabou au point où la refuser est un signe de protection. Et de plus, dans nos sociétés devenues occidentalisées, nous avons pour coutume de demander aux jeunes filles de se battre pour leur amour lorsque le parent n'est pas d'accord. Je me serais attendu que ce soit également le cas ici. Mais j'ai été surpris de voir le contraire. Finalement, l'Africain ne sait pas où il va. Merci Karine Sontia. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur. Vos réactions sont nombreuses également sur les pages 10-12 le Zénith, y compris sur la page Equinox TV. Merci de nous rester fidèles. Allons saluer Constilamine qui nous retrouve à l'instant avec Sorebko. Bonjour Constilamine. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin sur le plateau comme d'habitude. Et bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission 10-12 le Zénith. C'est encore un plaisir pour moi d'être là ce matin pour parler des magasins Sorebko. Ah ben oui, c'est un plaisir pour moi quand je parle de ces magasins. Et vous savez très bien que le concept Salaka ne fait pas la pub de n'importe quoi. Si j'ai décidé d'associer mon image derrière les magasins Sorebko, c'est tout simplement parce que ces magasins ont bénéficié la confiance de sa clientèle. Ces magasins respectent ses engagements. Les magasins Sorebko, c'est la qualité, une qualité arrosée des prix les plus bas. Surtout en ce moment où nous traversons une crise sanitaire, les magasins Sorebko ont décidé d'offrir les prix les plus bas à sa clientèle. Donc ceux qui sont en plein chantier en ce moment, ceux qui ont besoin de revertir leur maison, ceux qui ont besoin d'embellir leur maison, je vous invite d'aller dans les magasins Sorebko, que ce soit pour le matériel de construction, que ce soit pour les matériaux de construction, que ce soit pour l'électroménager, que ce soit pour les meubles, que ce soit pour les carreaux. Allez dans les magasins Sorebko. Et pour ceux-là qui veulent très bien dormir, pour ceux-là qui veulent être à l'abri des douleurs de dos, allez acheter les matelas orthopédiques dans les magasins Sorebko. Vous recherchez un réfrigérateur, un congélateur, vous recherchez un téléviseur, allez dans les magasins Sorebko parce que les congélateurs, les réfrigérateurs, les téléviseurs sont en pleine promotion dans tous les magasins Sorebko. Alors, et ce matin, nous allons parler bien entendu, chers téléspectateurs, de deux produits, notamment les escargots, encore appelés échelles, et bien entendu, les panneaux et lampes solaires de qualité supérieure. Nous allons commencer bien entendu par le premier produit, à savoir les panneaux et lampes solaires de rue. Vous êtes nombreux à vouloir éclairer les villages. Vous êtes nombreux qui veulent donner de la lumière dans vos quartiers. Vous êtes nombreux qui veulent éclairer, bien entendu, les cérémonies telles que les funérailles, les deuils, les grandes cérémonies. C'est donc l'occasion plus que jamais d'aller dans les magasins Sorebko et d'acheter les panneaux solaires et les lampes solaires de qualité à des prix vraiment dérisoires. Plus besoin d'avoir des tracasseries de lumière, d'avoir des tracasseries de coupure. Chacun peut se faire plaisir en offrant, bien entendu, à sa communauté, à son village, à son quartier, des panneaux et lampes solaires de qualité supérieure à des prix vraiment dérisoires. Alors commencez bien entendu par les avantages liés à ces panneaux solaires. Déjà, les panneaux solaires et les lampes solaires de rue vendus dans les magasins Sorebko ont plusieurs avantages. Un éclairage de qualité, une recharge rapide, une installation simplifiée. Donc chacun peut installer un panneau solaire et des lampes solaires de rue dans son quartier en se rendant dans les magasins Sorebko et en faisant des achats de qualité. On parle également bien entendu des prix les plus bas, les prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. À côté de la garantie, à côté de la qualité, il y a également des prix. Tenez-vous tranquille, l'ensemble d'un panneau solaire et d'une lampe solaire de rue
vous l'avez dans les magasins Sorebco à partir de 133 000 francs. Je dis bien 133 000 francs. C'est le prix, bien entendu, qu'il faudra débourser pour avoir un panneau solaire et une lampe solaire de rue dans les magasins Sorebco. Je dis bien à partir de 133 000. C'est neuf, c'est avec garantie, c'est dans le carton, c'est bien entendu une qualité exceptionnelle dans les magasins Sorebco. Je rappelle, panneaux et lampes solaires de rue à partir de 133 000 francs dans tous les magasins Sorebco. Le stock, il est très limité. La promotion ne mettra pas long. Les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. C'est donc l'occasion plus que jamais de nous appeler dès à présent et de passer votre commande. À côté, bien sûr, des panneaux et lampes solaires de rue, on parle également de ce matériel qui vous permet de faire des travaux en hauteur. On n'a plus besoin d'utiliser les bancs. On n'a plus besoin d'utiliser les chaises pour faire des travaux en hauteur, que ce soit à la maison, que ce soit dans les chantiers. On n'a plus besoin de surmonter les parpaings pour faire des travaux en hauteur avec les escargots, encore appelés échelles des magasins Sorebco. Les travaux en hauteur ne seront plus qu'un véritable plaisir quand on travaille, raison pour laquelle les magasins Sorebco vous permettent d'avoir des panneaux solaires de qualité, c'est-à-dire vous permettent d'avoir les escargots à partir de 17 700 francs, les escargots de qualité, les escargots qui ne se rouillent pas, les escargots durables, les échelles faciles à transporter, vous les avez à partir de 17 700 francs dans tous les magasins Sorebco. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est l'occasion plus que jamais de commander. C'est l'occasion de passer votre commande. C'est l'occasion d'aller dans les magasins Sorebco. Ceux qui ont besoin des escargots, que ce soit les techniciens, que ce soit les particuliers, que ce soit les revendeurs, allez dans les magasins Sorebco et bénéficiez des prix les plus abordables. Merci beaucoup. Et la suite se joue dans les magasins Sorebco ouverts de lundi à samedi à partir de 7h30. En deux nouvelles éditions 10-12, le Zénith se poursuit, madame, monsieur. Merci à vous également de nous retrouver. Dans un instant, nous reviendrons sur les réalités autour de la revue des réseaux sociaux. Karine Santia a fait bien évidemment le tour sur la toile. Elle nous a retrouvé un certain nombre de faits. Karine, nous vous écoutons ce matin. On commence par le magistrat Chi Valentine Bouma, magistrat sanctionné hier par le président de la République. Ce magistrat est accusé d'avoir abandonné son poste depuis le 15 juillet 2019. C'est un magistrat de deuxième garde qui était par ailleurs juge à la cour d'appel de la région du Nord-Ouest. Et rappelons que depuis le 15 octobre, il a été suspendu de ses fonctions par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, alors qu'il avait été enlevé le 15 juillet 2019. Et jusqu'aujourd'hui, de manière officielle, on ne sait pas où il se trouve. Voilà, les images, nous les avons également ce matin, Karine Santia, avec vous. Est-ce que Madame Bengan, que c'est une décision de trop quand même, parce que jusqu'à présent, ne pas prendre la peine d'aller enquêter et savoir exactement où il se trouve aujourd'hui, mais surtout de le sanctionner comme cela a été fait par le ministre de la Justice, n'est-ce pas un acte de... par le chef de l'État. Et plus tard par le chef de l'État, effectivement, n'est-ce pas un acte de trop quand même? On dirait même un acte d'abandon de la part de l'État du Cameroun. Non, c'est quand même compliqué, mais je pense qu'il y a deux ou trois petites choses à observer. Sur le plan administratif, le magistrat, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et même s'il est en exil ou il était menacé, qu'est-ce qu'il en est? A-t-il envoyé une lettre à sa hiérarchie pour montrer un certain nombre de choses ou bien d'études? Je ne pense pas. Donc, sur ce point-là, je pense que le ministre d'État en charge, ministre garde des Sceaux, est en droit de demander qu'il ne soit pas là. Maintenant, de l'autre côté, on avait vu les vidéos où il était menacé par des sécessionnistes arrêtés et tout. Voilà. Et il y a eu des informations qui ont circulé. Il y a des informations qui ont dit qu'effectivement, c'était des sécessionnistes qui l'avaient enlevé. D'autres informations qui disent que c'était la milice pro-gouvernementale qui l'a enlevé. Mais comme les enquêtes à notre niveau, que ce soit
dans le corps de la magistrature, parce que le corps de la magistrature doit aussi essayer de protéger ces éléments, de nous dire exactement qu'est-ce qu'il en est avec cet élément de leur corps. Personne ne dit rien. Donc on est dans une situation un peu compliquée. Or, quand lui passe, regardez un peu l'attitude du député Wirba. Il est revenu à l'Assemblée nationale quand Cavalier avait commencé de dire en lui disant: moi, j'ai passé un mois en brousse. Moi, je suis dans la sécurité et vous, l'Assemblée nationale, vous ne me protégez pas. Je vais donc user de chercher les moyens et il n'a pas dit qu'il allait, mais quelqu'un il s'est retrouvé à l'exil. Mais en posant exactement le problème comme l'avait posé le Social Democratic Front à l'Assemblée nationale, en reconnaissant qu'il y a un problème anglophone et qu'il faut chercher à le résoudre sans passer par l'armée. Donc il faut résoudre ce problème politiquement. Semble-t-il, dans les sorties épistolaires de ce magistrat, il aurait tenu un langage de ce type. Avait-il peur parce que le corps de la magistrature ne le protège pas? A-t-il peur de ces sécuristes? Parce que c'est difficile. Quand vous êtes entre deux feux, vous pouvez faire quoi? D'abord sauver votre vie et la vie de votre famille. Est-ce que justement, et maintenant, bon, l'État qui doit est-ce que dans ce vidéogramme qu'on regarde et qui a longtemps circulé sur la toile, c'est pas parce qu'il tentait justement de se protéger sa vie qu'on s'est dit finalement, pour avoir fait un type de déclaration, rapidement le mettre de côté? Mais justement, si c'est ça qui est mauvais. Parce que l'honorable Mbandam, paix à son âme, vice-président de l'Assemblée nationale, on lui a fait chanter l'hymne des ambazoniens en tenant le drapeau ambazonien en main. À ce moment-là, Mbandam n'avait pas de choix. Il ne le faisait pas, on le tuait. Ouais. Il a fait, il y en a qui ont dit, il a régné la République, mais non. La preuve, quand il est sorti de là, il est revenu à l'Assemblée nationale, il s'est exprimé. Peut-être ce magistrat n'a pas eu la même possibilité de s'échapper des mailles, parce que ces deux feux, vous ne savez pas qui est qui. D'abord, le gouvernement n'a jamais accepté qu'il a une milice qui l'entretient. Donc, c'est vrai, c'est pas vrai, on n'en sait rien. Bon, vous avez donc un magistrat comme ça qui est tiré entre deux feux. Bon, il a pris la décision qui lui semble appropriée. Bon, merci. Moi, je ne condamne pas le magistrat, je ne sais pas ses motivations, mais il faut au moins préserver sa vie. Deuxième sujet, Karine Sons, avec vous ce matin. Oui, on s'intéresse notamment à ce qui se passe au Conseil national de la jeunesse, où le président de la région du Sud est notamment accusé de détournement de fonds publics. On se rappelle que le 15 juillet 2019, le ministre des Finances a autorisé le mandatement de la somme de 30 millions de francs CFA au bureau exécutif régional du CNJC dans le Sud pour l'exécution des travaux de réfection et d'équipement de son siège régional. Et depuis un an, rien n'est visible sur le terrain. Le 19 juillet dernier, alors le président régional du CNJC Sud a rendu public un communiqué dans lequel il mentionnait une somme d'1 160 000 francs qui allait notamment servir au même problème qui avait été évoqué dans le cas de 30 millions de francs CFA. Alors, où se trouve cet argent aujourd'hui? Ça, ce sont les questions que se posent les communaux du CNJC dans la région du Sud. Merci. Et là encore, c'est la jeunesse. Le fer de lance de la nation qui a interpellé Dominique Audrey. Est-ce qu'on va quand même dire que lorsqu'on vous promet de construire un bâtiment pour la jeunesse, on débloque les fonds et que rien n'est fait sur le terrain, est-ce que ça ne rejoint pas justement la colère de Jean Lamel exprimée ce matin autour de la gestion des budgets, comme ça a été fait? Surtout quand ça concerne la jeunesse, c'est quand même assez grave, non? Quel message on renvoie à la jeunesse à votre avis? Non, ne faites pas une fixette sur la jeunesse parce que ce sont toujours des jeunes qui tirent sur leurs petites copines, ce sont des jeunes qui tuent des militaires dans des agences, ce sont des jeunes qui cassent des boutiques dans des villages. Donc, vraiment, aujourd'hui, on ne peut plus faire de séparation entre la jeunesse et le reste. Bon, maintenant, en ce qui concerne la situation relative au fonds qui aurait été alloué pour la construction des bâtiments, l'idéal serait que leur ministère de tutelle gère cette situation et qu'effectivement, qu'on fasse un contrôle et que la personne à qui
on a entre guillemets remis l'argent, justifie le pourquoi des 1 million aujourd'hui au lieu du montant précédemment alloué dans le communiqué. Parce que si c'est avéré qu'on lui a effectivement remis cet argent et qu'il lui n'avoue qu'avoir reçu 1 million, ça pose problème. Ça pose problème dans le ministère de tutelle qui a un droit de regard, qui devrait contrôler l'effectivité des travaux, doit être interpellé à ce niveau pour pouvoir trancher parce que de toute façon, c'est dans son ministère que le problème se pose. Merci beaucoup Dominique Audrey, merci à vous Madame, Messieurs. La revue, les réseaux sociaux, mais surtout beaucoup d'interpellations sur la toile. Vous le savez, au-delà des interpellations sur la toile, des réalités autour de nous quand même. Des militaires qui sont tabassés dans la ville de Douala, les taximens qui sont également battus, et d'ailleurs on le sait, il y a eu une actualité au courant de cette semaine, ici même à Douala, où un commissaire de police est incriminé dans la tuerie d'un taximan. Nous parlons bien sûr du commissariat du 6e, c'est ici à Douala. Au-delà de cette réalité, on se rend compte effectivement qu'il y a trop de violence, et parlant de violence, on peut encore mieux comprendre ce qui s'est passé avec la jeune Lydienne Taba, dont elle a été victime justement d'une balle perdue, si on s'en tient à la version qui a été donnée par le sous-préfet aujourd'hui. Alors, comment expliquer la violence dans une société comme la nôtre? Mais surtout, comment comprendre l'attitude de ceux-là qui portent les armes? Comment dire que lorsqu'on a une arme, on est bien formé à sa bonne utilisation? Mais comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui qu'à travers une arme, qu'on n'explique pas justement les détails d'une mort qui serait gratuite aujourd'hui? Charles, mais c'est une interpellation qui passe quand même avec, je pense. Oui, monsieur Michel Ngachou, je crois que les événements de ces jours devraient en principe interpeller le MINAT, devraient interpeller le délégué général à la Sûreté nationale, devraient interpeller le secrétaire d'État à la défense, notamment Galax et Toga, en charge de la gendarmerie, devrait interpeller même le MINDEF de Tiassomo. Il faudrait qu'il s'asseye et essaye de comprendre ou de décrypter le taux de violence qui est en train d'atteindre son paroxysme. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu des foules se jeter sur un gendarme, le molester jusqu'à l'assassiner. On n'avait jamais eu à entendre, M. Michel Ngachou, toute cette rudesse des policiers sur des agents. C'est vrai qu'on a eu quelquefois à Mokolo. Le commissariat de 9e était réputé pour cela, avec des policiers fortement violents. À Mokolo, c'est le deuxième. Mokolo, deuxième, voilà, Mokolo. Oui. Et puis à Mbessa, je pense, Mafia, avec le cas de Bello. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, et c'est Mambo qui nous disait que le Premier ministre ou le ministre de la Défense avait pris l'engagement de créer des cellules psychologiques. Le ministère de la Défense. De la Défense, des cellules psychologiques pour écouter et discuter. Vous devez vous rendre compte que les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais vivent une période difficile de leur existence. Beaucoup, quand on discute avec eux, puisque nous sommes dans la revue des réseaux sociaux, nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons vieilli, on ne connaît qu'un seul régime. Il n'y a jamais eu alternance. Nous avons vécu dans la pauvreté. Nous sommes nés dans la pauvreté, grandis dans la pauvreté. Nous voici qui mourrons dans la pauvreté. Certains sont allés jusqu'à dire que nous travaillons. On a perdu le travail. On est entré dans la moto. On s'est battu à élever nos enfants. Nos enfants sont venus nous retrouver dans la moto. Donc, partant de ces constats et ce climat social, c'est normal et c'est légitime, M. Michel Ngachou, qu'on arrive à des tensions des populations. Regardez un autre cas, puisque vous parlez de violence, regardez un autre cas, c'est maman qui perd de la raison. Elle est sortie le soir, elle se perd. Parce qu'on l'a retrouvée assise devant un domicile, oiseau de nuit, caillou, on commence à lapider la maman pour tuer. Vous voyez, aujourd'hui le sang ne dit plus rien. Le sang ne dit plus rien aux Camerounais. Vous avez vu les manifestations dernièrement, ce qui s'est passé avec les Bentikina. Quelqu'un s'est levé et dit que voici ma poitrine tirée. Je n'ai plus rien. À peine de tirer, je meurs. Je meurs une fois, je pars me reposer. Lorsqu'on arrive à ça, les sociologues, les psychologues d'une société devraient se mettre en branle. Pire, beaucoup de cas révélés ont encore été liés à l'amour. On a eu le dernier cas, M. Michel Ngachou, puisqu'on parle de l'amour,
de ce sous-préfet qui s'est retrouvé à manipuler son arme à domicile. Comment est-ce que vraiment quelqu'un qui a reçu une formation militaire, on l'enseigne, même pour nous autres qui voyons les films, que pour nettoyer, il faudrait que l'arme regarde soit le sol, soit regarde l'air, avec le clan de sûreté bien maintenu et surtout déchargé. Comment est-ce qu'on charge on va nettoyer l'arme chargée. La question que je l'ai posée ici. Point d'interrogation. Je l'ai posée ici la question. N'y a-t-il pas au fond eu une discussion verbale liée à la découverte d'une infidélité? Première question. Deuxième question, est-ce qu'au fond, c'est véritablement ça? Parce que même pour nettoyer, on ne va pas la nettoyer comme ça. Quelle était la position pour qu'on se retrouve avec ce qu'on est en train d'attendre? Espérons, M. Michel Ngachou, que ça va aboutir, parce que je me rappelle à une certaine époque, c'était du côté d'Akonolinga, il faut le préciser, lorsqu'un sous-préfet, M. Michel Ngachou, en plein défilé a sorti son arme. Ça se remonte dans les années 80, il a sorti son arme, il a tiré en l'air par rapport à une scène qu'il avait vécue. On l'a démis rapidement de ses fonctions, on l'a démis, M. Michel Ngachou, et il est rentré se reposer au Conseil supérieur de l'État. Après, bon, l'organe qui servait de contrôle des actions des membres du gouvernement, il est resté là avant son appel. Pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui vous consommez dans un bar, vous avez un policier qui pour un oui ou un non sort là, oui. Vous avez des individus qui pour la moindre dispute sortent l'arme, vous vous demandez mais bon Dieu, ces armes on les vend où pour que moi aussi je vais acheter l'arme? C'est il n'y a pas longtemps, un militaire a failli se faire lyncher sur l'axe de Logbaba parce qu'il était en train de boire, il a appelé une fille qui était avec son copain. Le gars demande que tu appelles ma copine par rapport à quoi? Là où tu n'es pas marié. Le gars dit tu dis ça à qui? À un gars qui perd sa vie, qui allait perdre sa vie avec Boko Haram. Il a sorti l'arme. Il a fallu qu'on le calme pendant des heures. Est-ce qu'on doit arriver à cette situation dans ce pays? Vraiment, la violence bat tous les records. J'espère que le ministre attend d'Ivoire. Au cas où il ne voit pas, il faudrait bien que d'autres personnes se rendent compte que à tout moment, on a déjà vu au nord-ouest, c'est les militaires qui tiennent les populations qui se plaignent des exactions des militaires, malgré le fait qu'on présente que ce n'est pas eux. Ici, dans la zone du sud, c'est plutôt les populations qui tabassent, qui se jettent désormais sur les militaires. Il faut analyser cela. Charles, mais vraiment sur la question de la jeune Lydienne Taba, décédée aujourd'hui, il y a un article qui fait le tour de la toile aujourd'hui. Je vais quand même vous prendre rapidement un extrait, bien sûr, de cet article-là, parce que mort de la campagne d'un sous-préfet à Kribi, Lydienne vivait dans la peur. C'est le titre également à retrouver. Et dans cet article aujourd'hui, elle s'est confiée à l'une de ses amies il y a quelques jours. Lydienne Solange Taba disait ne plus reconnaître son amoureux, le sœur Franck Darlin Eyono Ebanga, sous-préfet de Lokundje. Et dans la confidence qu'elle faisait justement à son amie, elle dit, je cite, elle m'a dit que le monsieur lui faisait peur, affirme une bonne amie de la défunte, qui d'ailleurs, plus loin dans l'article, dit que Franck Darlin Eyono Ebanga, qu'elle considérait comme son fiancé, lui posait des questions qui lui semblaient bizarres. L'homme lui demandait si elle avait fouillé la maison à son absence, si elle voit des choses bizarres quand elle regarde, et surtout lui faisait de grandes promesses. Quand elle m'a dit ça, j'ai demandé qu'elle laisse. Je lui ai dit que si elle a peur, elle le quitte. Témoignage bien sûr de Rosy. Monsieur Michel Ngachou, je ne veux même pas rentrer dans ce commentaire. Comment dans un pays qui se veut sérieux et honnête, on nomme un sous-préfet qui n'est pas marié? Comment? On a eu un cas récemment. Non, comment doit-on? C'est pas normal qu'on nomme un sous-préfet qui n'est pas marié. Elle va répondre. Elle veut répondre. Dominique, comment? Madame la sous-préfet qui n'est pas mariée, c'est pas normal. Voilà. Mais parce que c'est pas normal. Vous accédez à un poste de responsabilité. Si vous ne savez pas tenir votre femme, vous saurez tenir la population. Ça part de là. Non, c'est le principe. Vous ne savez pas tenir votre femme ou un foyer ou vos enfants, vous allez tenir la population. On enquête d'abord. C'est dans certaines associations aussi. Vous amusez pas léger. Dans certaines associations aussi. Il y a des femmes sous-préfètes également qui ne sont pas mariées aujourd'hui et qui sont aux affaires. Et qui giflent les gens à terre. Même dans les associations communautaires. Vous aimez prendre l'exemple sur la France. La France a eu ce cas. Lorsque Sarkozy accède, qu'est-ce qu'il y a eu avec sa première femme? Le peuple français a dit on n'aime pas. Et quand Sarkozy fait son voyage avec le pape, on dit que le pape ne devrait pas l'accepter avec une concubine. Le pape qui avait démissionné là, je ne connais pas leur nom. Benoît XVI. Voilà, lorsque
Hollande arrive, la même chose est arrivée. La même chose est arrivée. On va avoir un chef d'État qui n'est pas marié. Qui en veut l'air. Après, on dit un chef d'État qui a un copine. Vous voyez comment... L'Église refuse le concubinage. Non mais je vous dis, il y a des postes de responsabilité qui nécessitent une certaine tenue. C'est vous qui parlez souvent de niveau social. Nécessite. Justement, voilà un chef d'État qu'on a arrêté, François Hollande, chez sa copine. Vous voyez ce qui s'appelle ça, oui, avec, absolument, avec la nuit, il est obligé de se masquer. Et son scooter. Parce qu'il n'est pas marié. Merci beaucoup, Momo. Donc il y a quand même certaines... Karine Santia. Aussi même dans les associations des femmes communautaires où lorsqu'une femme veut se présenter par exemple à la présidence, on exige qu'elle soit mariée. Si elle n'est pas mariée, personne ne votera pour elle. Elle va abandonner sa candidature. Je pense que c'est des critères conservatoires qui ont été mis en fonction de certaines observations. Vous savez que dans certaines communautés, il y a des préjugés, oui, mais il y a des comportements que certaines femmes ont eu à une certaine époque qui ont poussé à prendre ce genre de décision. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas là le problème. Vous prenez ce genre de décision, on n'a pas dans votre vie privée. Vous n'assumez pas certaines fonctions. C'est tout. Merci. Merci à vous. Vous n'assumez pas certaines fonctions. Merci mon Bengan, merci à vous. Merci Dominique Audrey. Merci Madame Monsieur de nous rester toujours fidèles sur les antennes Equinox Télévision. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir. N'oubliez jamais, le Cameroun est le nôtre. Ensemble, on va le reconstruire. À demain.